Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben, salut à tous. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Encore une fois, je vais dire spécial pour changer des couloirs du catch, mais là pour le coup celui-là il sera vraiment spécial. Avant toute chose, j'ai la chance d'être avec ma Bible vivante, Messiah. Salut Messiah, comment tu vas? Ça va très bien, toi, Thomas? Ça va, je suis un peu flappy, mais ça va le faire, surtout qu'on est sur une émission qui va être un petit peu différente de d'habitude. Un bonus. Un petit bonus. Pourquoi un petit bonus et pourquoi je dis encore une fois que cette émission va être spéciale? Parce que comme vous voyez aujourd'hui, on est lundi midi à l'heure où vous écoutez cette émission et il s'est passé un petit événement ce week-end. Oui. À savoir WrestleMania. l'une des meilleures routes to WrestleMania de l'histoire. Ouais. Certainement, on n'est pas loin du top 1. Du top 1 en partant vers le bas, quoi. Voilà. C'est comme dirait notre camarade Loman sur le Rumble va être légendaire. Bah, WrestleMania, la route to WrestleMania était légendaire, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. Donc du coup, on a décidé avec Messiah de quand même vous donner un petit peu de contenu, comme on l'avait fait l'année dernière avec la seule émission qu'on n'a jamais réécoutée. C'est ça qui est fou. À savoir les catcheurs de Catch Attack. On avait fait ça une émission un petit peu tranquille à l'arrache. Là aujourd'hui, on va faire une émission aussi tranquille, tout simplement parce qu'on ne veut pas utiliser des grosses émissions pour un jour où tous les youtubeurs catch français vont sortir des reviews de WrestleMania. Ouais. Pour ceux qui ont envie de nous entendre 2 fois plus cette semaine, il y a une possibilité. Là, je peux le teaser parce que c'est demain, midi 15, sur la chaîne de Lunatic Enigma. Le lien est dans la description, les amis. On a une vidéo sur The Shield. Une grosse vidéo qu'on a fait avec lui en de plus partenariat. de 2h30 en partenariat sur sa chaîne. Allez le voir. Moi, on va aussi la taguer. On va faire en sorte de lui donner de la force. Allez la voir. Mettre des j'aime, mettre des commentaires. Allez faire grossir sa communauté parce qu'il le mérite. Il fait des émissions sur le foot avec un intervenant exceptionnel, donc il le mérite. Il va le répéter à chaque fois. Et faites-vous plaisir. Et au moins, vous avez 2 fois plus des couloirs du catch pour cette semaine qui vient. Là, l'émission qu'on a fait aujourd'hui, vous voyez, on va faire un petit peu un lexique. On te l'avait déjà demandé dans un de tes lives. C'est ça. Moi, je pensais pas que ça intéressait notre communauté parce qu'on est quand même une communauté de fans de catch qui s'y connaît beaucoup et qui ont vraiment des connaissances incroyables. Je pensais pas qu'une vidéo un peu explicative, un peu scolaire intéresserait, mais on me l'a demandé. Donc autant le faire, quoi. On a pris un certain nombre de termes que Messiah va décrire en quelques mots. Le but, c'est de ne pas rentrer dans toutes les... En un mot. Mots. En deux mots. Le but, c'est vraiment d'expliquer les termes. Et puis au moins, un jour où on décidera où on utilisera ces termes, bah, de temps en temps, les gens me demandent « Ah tiens, c'est quoi ci, c'est quoi ça, c'est quoi ?» Bah là, au moins, tout le monde sera carré et au même niveau, entre guillemets. C'est ça, on va essayer de vraiment ratisser la plupart des mots très utilisés. Il y en a plus, mais il y en a certains qui sont pas trop utilisés en France. On fait beaucoup d'anglicismes. Il y en a certains où c'est vraiment de l'anglicisme qui n'est pas utilisé. Là, on va utiliser, c'est pratiquement que des termes anglais, mais on va parler de ceux qui sont vraiment utilisés partout dans la sphère catchesque. Et je vais le dire, je vais commencer par l'un des premiers mots sur l'IWC, qui est la communauté des catch sur Internet. Donc c'est Internet Wrestling Community. C'est ce qu'on est. Et ben du coup, c'est un terme qu'on utilise. Si tu vois les 3 lettres IWC, ça veut dire ça. Internet. On parle de nous. On parle de nous. On parle des gens sur les réseaux sociaux, sur les Discords. C'est les gens qui parlent du catch, quoi. Exactement. C'est tous les gens qui participent à l'égrégore du catch mondial. Sur Internet. Donc du coup, alors, comme je l'ai dit, c'est une émission qui va être tranquille. Je pense pas que ça va durer des plombes. C'est juste que, comme je le disais, on a des gros trucs qui arrivent prochainement avec Raven, avec les tapés du catch, avec le gros nom c'est Ric Flair. On va certainement refaire un petit peu les procès. On va renvoyer une populaire opinion avec peut-être ton coloc s'il veut se joindre à nous. Oui. Il l'avait fait dans la première. Donc il y a des choses, on va essayer de faire ça sympa, mais on voulait pas utiliser ces sujets-là pour un lendemain de WrestleMania. Bien sûr. Et de toute façon, tant que la chaîne perdurera, les lendemains de WrestleMania, ce sera toujours toujours une émission chill et tranquillou parce qu'en fait, déjà tu as fait énormément de live parce que tu as eu des soucis de santé qui t'ont permis de faire plus de live. Là, tu vas en faire un petit peu moins. Tu as beaucoup parlé de WrestleMania. On va pas se relancer dans un débat comme ça maintenant. C'est ça. Et justement, en parlant des lives, je continue de faire régulièrement des lives, comme on a dit. Venez sur les lives parce qu'on parle beaucoup de catch. Les jeux que je fais sont en arrière-plan. Le plus important, c'est la discussion et l'échange avec la communauté. Donc rejoignez le Discord si vous voulez un jour monter en live pour discuter avec moi et avec les autres gens du Discord. On fait des gros débats, on fait des reviews, des previews, tout ça. On parle du monde du catch dans son entièreté. On parle pas que de WWE, on parle de WWE, on parle de New Japan, on parle des fois du Mexique, vraiment de tout, de l'Europe.
Et là, comme je vais reprendre un rythme de travail soutenu, logiquement, je vous ferai minimum un live par semaine, et je pense que ce sera le mardi soir. Voilà, peut-être un petit poil plus tôt que ce que tu faisais maintenant. Exactement. Et certainement qu'il finira un petit poil plus tôt que ce que tu faisais maintenant également. Exact. Mais où en fait, ça va être toujours votre petit point d'actu. Exact. Où Messiah va décrypter l'actualité du catch mondial en 2h30 avec des membres du Discord. C'est ça. Comme ça permettra de reparler des shows parce que les gens aiment bien quand même qu'on parle de Raw, de SmackDown, de tout ça. Ça va être très cool. Et il va essayer de se maintenir à rythme comme ça. Et il m'avait dit en off, il ne s'interdit pas de temps en temps un vendredi pour faire une grosse preview d'un pay-per-view du week-end éventuellement. C'est ça. Si tu peux. Ou que j'ai pas grand chose à faire et que j'ai envie de partager avec vous, je ferai des lives un peu. Voilà. En fait, le vendredi, ce sera un peu le bonus. Voilà. Mais le mardi, oui, je veux le mettre le mardi parce que c'est le lendemain de Raw, justement. Et ça nous permettra de faire les reviews de Raw, du SmackDown d'avant, éventuellement de Dynamite, et les reviews, comme tu dis, actualité du catch. Par exemple, on a enregistré ce live jeudi soir, donc on est lundi là quand vous l'écoutez. Tu avais fait un live avant. Où vous avez parlé par exemple de la victoire de Darby Allin. De Darby Allin, où c'était très cool pour vous avoir un peu écouté au boulot. C'était top et ça fait toujours plaisir d'entendre parler d'autre chose que de la médiocrité WWE actuelle. Exactement. Et j'espère que le match Cody Rhodes Pat McAfee était génial. On se le dit maintenant parce qu'il y a eu des news qui sont sorties comme quoi Randy Orton s'est blessé. Vous avez vu Mania mais pas nous. Ce qui est rigolo, c'est de se dire que, alors après, c'est le dernier point que je dirais, c'est qu'à propos de Randy Orton, dans le dernier 17 questions, je t'avais posé la question, je t'avais dit est-ce que Randy Orton doit encore truster des main events? Tu m'avais répondu que sa santé, malheureusement précaire, pour un catcheur fragile, plutôt, parce que précaire c'est un peu mauvais sens, fragile, normalement ne devrait plus lui permettre d'être tout en haut. Il devrait rester une attraction, parce que c'est ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, tu as voulu le mettre tout en haut, et malheureusement, il s'est fait mal. Après, il sera peut-être là, on sait pas. On verra. Vous le savez, nous on le sait pas encore à cette heure-là. Bon les amis, cette intro est encore une fois indirectement trop longue. Oui, mais c'est la marque de la chaîne. C'est la marque de la chaîne. Ce que je propose, c'est qu'on commence tout doucement avec les premiers mots que tu m'as donnés. Juste, n'oubliez pas de liker, merci, de les booster, de partager la vidéo, de commenter parce que Thomas répond à tout le monde et moi je réponds de plus en plus. J'essaye. Des fois, je réponds même un petit peu en décalé. Donc des fois, si je réponds pas le lundi ou mardi dans la semaine, quand j'ai le temps cette semaine, ça a été l'une des semaines les plus speed de toute ma vie. J'ai vraiment eu du mal à répondre à tout le monde, mais vous inquiétez pas, je n'oublie pas. Si bien sûr dans les termes que je dis, je peux aussi des fois expliquer si ça te dérange pas, y a pas de souci. Évidemment. Tu m'as fait une belle liste, j'en ai aussi une. On va essayer de la concorder, de pas faire 6000 mots. On va voir. Ça va faire beaucoup de mots. Ouais, voilà. On va commencer avec le premier que tu as cité, et ça c'est très intéressant parce qu'on en entend souvent parler. C'est Raw d'agent. Yes. Donc un Raw d'agent, ça va être très simple. En fait, c'est un entraîneur, pas un entraîneur, quelqu'un qui book, qui book, désolé, c'est encore un autre terme, mais qui prépare les matchs. Qui prépare les matchs, qui s'occupe du déroulement des matchs. Donc il ne book pas les storylines et tout comme ça, on y reviendra après sur le terme booking. C'est pas lui qui décide qui est vainqueur, qui est pas vainqueur. C'est ça, voilà. Lui, il aide les catcheurs à faire un déroulement de match dans un script, en fait. Ouais, voilà. Et en général, c'est aussi un entraîneur. Donc c'est un mec qui vient du monde du catch, qui est héros d'agent. C'est un peu les deux. Tu peux citer quelques noms connus. Il y a Abyss, par exemple. Il y a Abyss à la WWE. Il y avait Road Dogg. Il y a pas si longtemps. Je sais que Bobby Roode est héros d'agent actuellement. Oui. À l'EW, on a eu des légendes comme Dean Malenko qui a été tout ça. Et en fait, c'est des mecs qui s'occupent vraiment sur le côté, on va dire, in-ring d'un match. Ouais, voilà. Et qui aident les catcheurs et qui vont leur donner des idées aussi sur certains trucs du match. Exactement. Et puis, c'est souvent des anciens noms qui ont des fois pas envie forcément de faire ça faire du catch pendant des années, qui préfèrent ensuite partir vers le poste d'agent. C'est ça, en backstage. Voilà. Et par exemple, Eugene aussi, il a été pendant un bon moment. Nick Dismore. Oui, c'est ça, à NXT, dans les débuts d'NXT. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est toujours très intéressant. Tu as encore quelque chose à dire? Non, bah non. Donc, Raw d'agent, c'est bien, au moins c'est clair, c'est précis, c'est parfait. Tu as mis alignement. Alors, alignement, c'est pour désigner alors, que je bien les mots. L'alignement, c'est pour savoir si t'es face ou heel, justement. C'est ton alignement auprès des fans. C'est de savoir de quel côté tu te trouves aux yeux des fans. Comme un alignement politique, comme un alignement sportif, Exactement. Comme un alignement, voilà. C'est vraiment ce que tu es par rapport aux yeux des fans, en fait. C'est ça. Face, heel, twinner. Si vous lisez des tweets en anglais, machin, et qui parlent, son alignement est mal fait, ou il est tellement clairement clair, ça veut rien dire, qui est clair,
ça veut dire qu'on sait de quel côté il se trouve dans la barrière aux yeux des fans. Ok, Oui, vas-y. parfait. Enchaîne, vas-y. Kurt Angle. Non, donc un angle. Un angle. Bah, c'est un segment d'un show. Exactement. Et explique. Voilà, un angle, c'est très souvent un segment de show qui soit in-ring, hors du ring, storyline. Ça peut être tout et Ça n'importe peut quoi. être tout. Un angle, il y a des angles marquants. Par exemple, t'as parlé de Kurt Angle. Kurt Angle, quand il fait le I'm a sexy Kurt. I'm a Sexy Kurt, c'est un angle, en fait. Voilà, oui, quand Danhausen parle avec les catcheurs dans les vestiaires, c'est un angle. Exactement. Voilà. C'est Voilà, angle et segment, c'est plus ou moins la même chose. Ouais, oui. Voilà. Bon, on parle souvent, par exemple, de segments backstage quand ça se passe dans tout ce qui est en dehors du ring. Exact. Voilà. C'est très intéressant parce que ça permet de dire des termes. Au moins, quand on s'en sert, au moins tout le monde sait. Même si je pense que 99% des gens qui nous écoutent le savent, Oui. mais au moins c'est clair. Tu avais mis Babyface, Beau, Technico, Blue Eyes. Ah. Ça, c'est plusieurs termes de Babyface. Exactement. Donc, du coup, je vais le décrire. C'est que de base, un face, donc c'est quelqu'un qui est considéré, c'est le grand gentil. Babyface, c'est le grand gentil. C'est soutenu par le public. Un face, normalement, c'est soutenu par le public. Normalement. Tu fais bien de dire normalement parce que Ça, on en parlera dans une vidéo, je pense. les heels et les faces. Voilà, on fera une vidéo plus claire. Là, Comme on avait fait les underdogs. les underdogs. Voilà, on sera beaucoup plus clair dans cette vidéo-là. Donc là, je vais rester en surface. C'est Ah que oui. oui, c'est qu'un face, normalement, il est soutenu par le public et en général, c'est le grand gentil. Donc, aux États-Unis, on utilise le terme de babyface. Voilà, face, babyface. Cody Rhodes, Voilà, Hulk Hogan, voilà. Stone Cold Steve Austin, même si c'est un face spécial, mais il était quand même babyface. Sting. Sting, Goldberg, Ouais. Triple H, Ouais, par il a été. moment. Oui, il a été. Shawn Michaels. Shawn Michaels. Shawn Michaels, c'est encore autre chose, c'était même une légende quand il était. Ouais, mais son il deuxième run. était, dans son Il était deuxième run, il babyface, était plus voilà, face. c'est Ouais. ça. Donc, c'est le terme que vous entendrez tout le temps, mais j'en ai mis d'autres. Excuse-moi, on n'a pas dit il va nous faire une sacope. John Cena, Ah oui. pour Lunatic. Voilà, grand babyface. Et j'ai mis les autres termes. Donc en Angleterre, c'est plus utilisé aujourd'hui, mais on va dire quand c'était le gros catch anglais dans les années 80, 90 et tout ça, on appelait ça les blue eyes, les yeux bleus. Ouais, ok, ouais. En France, on appelle ça le bon. Oui. Le beau, pardon, le beau. Ouais. Le beau, c'est le babyface. Oui, bah, le bon, la brute, le Voilà. bon. Et j'ai mis le petit terme que j'aime bien, le terme mexicain. On appelle ça un technico. Ah, ça c'est cool, ça. Voilà. Ça c'est rigolo. Donc je l'ai mis plus tard, je crois pas que je l'ai mis tout de suite dans la liste. Donc on Si peut tu faire l'as mis il. juste en dessous. Ah bah voilà. Il toque Rudo, t'as mis. Voilà. Donc un heel, c'est en opposition à un face. Un heel, c'est détesté par le public. Donc c'est les méchants. Actuellement, aujourd'hui, l'un des plus grands heels sur le circuit, c'est MJF, Maxwell Jacob Friedman, l'ancien champion AEW. Pat McAfee, les heels. Voilà. Triple H, il est. Pas à ses yeux à lui, mais pour nos yeux à nous, oui. Mais on va dire, oui, dans le règne de la terreur, c'est le top. Bah, JBL, par exemple, a été heal. JBL aussi. JBL, c'était bien ça. En général, le but du catch, parce que ça c'est bien de le dire aussi, c'est faire un face face à heel. Oui. C'est-à-dire que le face, c'est comme ça que tu fais de l'argent, entre guillemets. C'est que ça permet de dire, il y a un méchant, il y a un gentil. Le méchant, bah, c'est pas bien d'être méchant, donc les gens ils vont être avec le gentil. Et forcément, à un moment, le but c'est que le public se mette derrière le gentil et qu'il ait envie de voir un match entre les deux. Et le but c'est qu'à la fin de la storyline, si vraiment ton face, il est vraiment top babyface, comme tu disais tout à l'heure, eh ben ils finissent par botter le cul du méchant. Exact. Et c'est un truc qu'on retrouve un petit peu dans d'autres sports, parce que par exemple, il faut se dire que même si la boxe est un sport et pas du divertissement sportif, Floyd Mayweather jouait souvent le rôle du heel. Oui, bah, j'ai envie de même dire dans l'UFC, dans le MMA, ils ont tout piqué au catch quand ils font leur promo, leur truc comme ça. Bah, c'est ce que Très j'allais souvent, dire. il y a un face et un heel. Mais je disais par rapport au fait de faire de l'argent, c'est qu'il y a énormément d'Américains qui achetaient les matchs de Floyd Mayweather parce qu'ils voulaient le voir se faire péter la gueule. Exact. C'est parce que, et quand c'est bien fait, et ben vraiment dans le catch, c'est ce que ça doit t'emmener. Tu dois avoir envie de regarder le main event de WrestleMania parce que le face et le heel se sont bien mis sur la gueule pendant quand c'est bien écrit, Ouais, comme pendant toute la road to WrestleMania, et ça doit te donner envie de regarder le show. Et c'est pour ça que c'est important que tous les angles et les segments soient bien écrits parce que c'est censé te donner envie. C'est ça. Et maintenant, de plus en plus, le heel aux États-Unis, c'est très rare.
Hein, parce que c'est difficile de faire marcher. Le heel versus heel, c'est difficile Ah oui, à c'est faire difficile marcher. à marcher. Mais par contre, un babyface contre un babyface, ça a toujours marché. Ouais. Même dans les anciens trucs. Même si la WWE, je prends l'exemple, a toujours eu peur de les booker parce qu'ils savaient jamais trop comment le booker. C'est ça. Mais l'un des plus mythiques, c'est Ultimate Warrior contre Hulk Hogan WrestleMania 6, par exemple. Ouais. C'est du face contre face, parce que là, du coup, c'est deux héros du peuple, deux héros et favoris du public, qui peuvent s'affronter dans le terme ultra compétitif. Est-ce que tu veux qu'on profite aussi pour dire, comme là on est sur les heal et les face, le face turn organique ou le heel turn organique? J'y viens juste après, si tu veux, je finis juste sur les deux termes de heel différents que j'avais Ah oui, t'avais Toc et Rudo. Voilà, donc Toc, c'est en France. Ouais. Hein, donc un méchant, on appelle ça un Toc. Voilà. Ok, je savais pas. J'ai appris ça. C'est nul. Ouais, mais c'est un truc chez les vieux de la vieille. Hein. Ouais. Actuellement, plus personne le dit, mais pour ceux qui connaissent Popov, bah, il utilise encore ces termes-là, lui, parce qu'il il a lancé il y a 70 ans. Quoi. Ah, j'ai confondu avec Popek. Non, Popov. Théo Popov. Et le terme, bah, comme j'ai donné le terme au Mexique de face et technico, les heels au Mexique, ça s'appelle des rudo. Oh, c'est pas mal. Voilà. Intéressant. Technico et rudo. Moi, j'aime bien les termes. Donc, je voulais juste les dire. Tu voulais que je parle de turn. Donc, un turn, c'est justement de changer d'alignement, pour revenir sur le premier mot, de changer d'alignement, aux yeux du public. Donc, si tu fais un face turn, c'est que tu étais heel et tu passes favori du public. Et si tu fais un heel turn, c'est que tu étais babyface et que tu passes heel. Et tu as envie que je parle des turns organiques. Bah, attends, donne déjà un exemple de face turn, par exemple, et de heel turn. Moi, en face turn, je peux voir, par exemple, le match Hogan The Rock, où le public... Non, ça c'est organique, excuse-moi, j'ai dit une connerie. Mais à un moment, quand Kane, par exemple, enlève son masque, là, il fait un heel turn. Il fait un heel turn. Il devient vraiment totalement méchant. C'est ça, en face turn, c'est con, c'est que dès que on cherche, on trouve pas. C'est un truc de fou, hein. Pour moi, l'un des plus beaux face turn ever, c'est après sa défaite contre Ultimate Warrior, Macho Man, il tourne face. Oui. Voilà, il se remet avec Miss Elizabeth et le public l'applaudit et tout, alors que c'était un gros heel juste avant du match, et là, il fait un face turn. Bien sûr. Voilà, donc qui était prévu, mais vraiment bien fait, et que le public a joué le jeu. Il y a donc les face turn organiques, c'est quand c'est pas décidé, qu'en fait, au bout d'un moment, on est obligé de le turner, parce qu'en fait, le public, t'es un gros heel, mais le public ne fait que de t'acclamer, il veut te tirer à fond, et ben, au bout d'un moment, on fait le turn. À un moment, quand t'es un heel bien fait, dominant, tôt ou tard, tu mènes au face turn. Ou trop cool. Ouais. Par exemple, le meilleur exemple, c'est Razor Ramon. Bah, moi, j'allais même dire Diesel. Voilà, Diesel, Razor Ramon. Il y a Taker dans une certaine mesure. Oui. Voilà. Brock Lesnar en 2000, après le Rumble. Ouais. Même quand il bat l'Undertaker, il est tellement dominant, et les gens ont toujours aimé quand ça casse une tête, que Brock Lesnar aurait même pu faire un face turn organique, ouais. Et il y a le principe, ça c'est extrêmement rare, et il faut vraiment que c'est difficile à booker. On y reviendra sur le thème booking, mais c'est difficile à préparer, parce que si le public ne suit pas, ça marche pas. Faut vraiment que le public suit, et celui qui a été préparé et qui a réussi à 100%, parce que le public, comment ils ont construit leur storyline, et où c'est le plus grand double turn, je pense, de l'histoire de la WWE, c'est Austin Bret Hart à WrestleMania 13. Pendant le combat, ça switch. Comment Austin rentre heel, Hart rentre face, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et à la fin du match, c'est voilà, leur alignement est inversé. Donc du coup, Steve Austin devient le grand babyface et Bret Hart confirme son heel turn. Donc c'est hyper bien fait. Il y en a un dans l'ère récente que j'aime beaucoup, c'est entre Dolph Ziggler et Alberto Del Rio, où ils font un double turn. C'est la revanche après que Dolph Ziggler ait caché son Money in the Bank sur Alberto Del Rio. Ils font un rematch, Ziggler, il y a une commotion, et en fait, Del Rio se base dessus pour lui asséner des multiples coups de pied dans la tête, et en fait, les gens, ils ont plus envie de tuer Dolph Ziggler, ils sont derrière lui, comparé à l'autre qui est en train de l'assassiner. Ouais, c'est ça. Et ça fait un double turn. Voilà. Alors, tu avais mis le terme backyard. Alors, le backyard, c'est le backyard wrestling. Donc, on a le backyard, c'est le vestiaire. Non. C'est les mecs qui font du catch dans des jardins. En dehors du ring. Oui, quand il n'y a pas de ring. En dehors de fédération. Et en fait, beaucoup de catcheurs sont des backyards. Par exemple, les Hardys qui faisaient du catch dans des trampolines, dans leur jardin et tout ça. Donc, en général, c'est des gens qui sont tellement passionnés de catch, mais c'est difficile pour eux de rentrer dans le monde du catch. Ils vont se trouver une bande de potes. Ils vont se faire des petites fédérations, des petits trucs comme ça. Et en fait, catcher sans entraînement, sans rien, et jusqu'à certains deviennent des catcheurs. On a un membre du Discord qui a fait de ça aussi. Oui, c'est ça. On fait un big up au roi du royaume des ombres qui a fait du backyard. Et le backyard aux États-Unis, ça avait pris une grosse ampleur et ça a beaucoup dérivé sur du catch hardcore derrière. Ouais.
du catch extrême, et il y a problème, certains all-timers qui refusent d'embaucher des gens qui viennent du backyard. Ouais, et puis il y a aussi le truc de te dire que, comme c'est pas trop encadré, tu dois avoir pas mal de blessures et Exactement, de drame et tout ça, donc des c'est un peu bras- controversé. des bras qui pètent, par exemple. Ouais. On va pas en parler. D'accord. Voilà. D'accord. On continue. Tu avais mis le blade job blading. Ouais. Alors vous m'excuserez quand il met des termes en anglais, étant donné que je suis une grosse quiche en Et anglais. ça va être que des termes anglais. Du coup, quand Thomas dit le mot, je le répète, de quoi un blade job et du blading. C'est le même terme, c'est quand vous voyez un catcheur qui saigne dans un match. Alors vas-y, parle-en un petit peu, parce qu'il faut se dire que souvent, quand un catcheur saigne, ça peut être parce qu'il y a eu un truc de raté, donc il a pris un vrai jeton, donc il saigne, mais des fois, pour rendre plus crédible, alors c'était plus à l'AEW, ils en font encore, Ils en font énormément. mais à la WWE, pardon, ils veulent plus, mais les mecs s'ouvraient un petit peu le front avec un rasoir, par Avec exemple. une lame de rasoir, c'est ça, c'est vraiment technique à l'ancienne, ça a toujours existé. Hein. La NWA était très férue de ça, parce que ça me permettra, tu le reliras pas, je vais le combler avec un autre terme. On appelle color, mettre de la couleur. Oui, bah. Voilà, ça veut dire que c'est pour pouvoir mettre du drama dans un match, le color, c'est il faut que ça saigne. Moi, je pense à Ric Flair. Ah bah oui, bah lui, c'est Ric Flair avec les cheveux blonds, Ouais. et le sang sur le visage, c'était toujours quelque C'est chose ultra de c'est graphique. graphique. L'un des derniers blade jobs là qui nous a bien marqué, c'est durant le dernier pay-per-view AEW Dynasty. Adam Copeland, anciennement Edge, fait un blade job et en fait avec sa tête de vieux qu'il a maintenant creusé, il pisse le sang, il a les cheveux qui partent en l'air tenus par le sang, il a une tête de psychopathe et du coup ça te marque en fait. Ouais. Ça... Vas-y. Ah, Moi, bah, j'allais dire aussi, en parlant du match que tu as parlé tout à l'heure, Bret Hart Stone Cold. Ah bah oui, le sang Le fait sur que le signe. Stone Cold soit en sang pendant qu'il prend le sharpshooter, ça crédibilise le double turn. C'est ça. Et du coup, donc le blade job, oui, c'est de se cacher des lames de rasoir. En général, ils les cachent dans leur poignet. Et en fait, après un coup de chaise ou un bump ou un truc comme ça, le gars, en fait, c'est fou. Il y en a, ils le font très mal. Mais si tu le fais bien, on croit vraiment que c'est la chaise qui t'a ouvert le crâne. En fait, le mec est par terre. Il a le temps de se lacérer le front. Il pisse le sang. Il y a des blade jobs légendaires et qui vont trop loin. Il y a un blade job de Vince McMahon complètement raté où il sectionne une artère où ça pisse. Voilà. Mais il y a des mecs, il y en a, tu les vois, il y en a des fois vraiment ils sont pas calants du tout quoi. Où tu les vois sortir la lame et se tailler le front et en plus la prod doit jouer avec ça. La prod ne doit pas filmer le catcheur qui s'est doit pas aller le filmer proche de sa tête après un jeton sur le crâne quoi. Et c'est pour ça que si vous regardez le front de tous les catcheurs des années 90 et 2000, ils ont tous le front où on voit il y a des traces de la. Bah pour moi l'un des pires fronts d'histoire du catch et ça se voyait vraiment c'est de Steve Rhodes. Steve Rhodes qui a vraiment le front au lieu d'avoir les rides du front en horizontal, il les en vertical, c'est à force de s'être défoncé le crâne. Voilà. C'est vous aussi. C'est beau, Abdullah the Butcher, Matt Tremont, qui est une légende du catch extrême, son front il fait flipper, tu vois. Mick Foley peut-être. Il avait beaucoup le masque. Il avait beaucoup les cheveux, casque, les cheveux devant. C'est vrai. Et il y en a, ils sont super forts, qui font les blade jobs à leur adversaire. Ça se voit pas aussi. Il y a des fois, les mecs demandent à son adversaire de lui faire. Comme ça, c'est plus discret. Il y a plein de techniques. Ah, bien sûr. Voilà, mais du coup, c'est utiliser une petite lame de rasoir qui est en général cachée pour saigner dans le match. Donc, les gens qui pensent que le sang dans le catch, c'est du faux sang qui sort d'une poche et tout, non. C'est du vrai sang. Bon, bah là, on va continuer avec le blind tag et le blind tag. Le blind tag. Le tag à l'aveugle. Le tag à l'aveugle, c'est ça. C'est dans les matchs par équipe. C'est quand l'un des partenaires par équipe fait le changement sans que l'adversaire ou l'arbitre le voit. On appelle ça un blind tag. Voilà, donc ça marche très bien quand l'adversaire le voit pas parce que l'arbitre a vu qu'il y a eu le changement mais pas l'adversaire, donc il se fait avoir par l'autre catcheur en pensant que celui qui était en train de se rappelant plus de qui est le catcheur actif et pas. Ouais, c'est même pas de pas se rappeler, c'est que pour lui il est en train de défoncer le mec le légal alors que c'est pas le gars légal. Exactement. Ça c'est toujours intéressant. C'est souvent bien pour raconter un match par équipe. Hein. Exact. Bon, bah là, le hot tag que j'ai oublié d'écrire aussi. Vas-y, le hot tag, vas-y. Voilà, je l'ai pas noté. Le hot tag, là, c'est quand les deux, en général, l'un des partenaires se prend toute la hit, on y reviendra. En fait, il se fait défoncer tout le match et en fait, il essaye tout le long du match de faire le changement. Il y arrive pas. Et en fait, au bout d'un moment, il va réussir à mettre KO ou grâce à une intervention machin, et il va faire le changement à son partenaire qui va faire maison nette. Et puis je pense souvent à Jericho, Big Show quand tu dis ça. Bah le Big Show, c'est un hot tag. Et souvent aussi qu'il faut rajouter dans le hot tag, le point intéressant, c'est que c'est surtout très attendu par le public. Oui, ça fait monter la sauce. Voilà, le public attend que le catcheur rentre. Oui, et ça fait des explosions. Je me rappelle d'un hot tag où il y avait Edge Style et Omos, la fois où ils ont été en équipe, les gens attendaient qu'Omos arrive sur le ring. Exact. Et les gens étaient comme des fous à l'idée de le voir. Le meilleur hot tag, et ça a donné l'un des meilleurs temps de tous les temps, c'est Sting sur Ric Flair. Oui.
où tout le long, Sting se prend la... Starcade 97. Voilà, non. Non. Halloween Havoc Halloween 95. Havoc 95. Voilà, où il attend, Sting se fait défoncer. Stay strong. Ouais, stand tall. Ouais, reste fort, fais le changement, et quand il fait le changement, bam, dans la gueule à Sting. Voilà, donc du coup, mais c'est un hot tag de base. Ouais, bien sûr, les gens sont comme des dingues. Souvent, le hot tag, il est fait vers le catcheur le plus, entre guillemets, fort des deux. Le Par plus exemple, physique, ouais. ouais, Shawn Michaels et Triple H. Shawn Michaels se faisait souvent, quand ils étaient en DX, Shawn Michaels se faisait souvent défoncer pour faire le hot tag vers Triple H, et là, les gens étaient comme des Et dingues. ça permet aussi que quand t'as des équipes où l'un des catcheurs est moins bon en in-ring que l'autre, en fait, quand le mec moins bon va se prendre le tag, quand il va venir, il va avoir une super pop, il pourra juste faire des enchaînements Voilà. pour donner de la, on va Ce que dire, le public veut voir. ce que le public veut voir, par exemple, les Harlem Heat. Mm. Booker T, il faisait la majorité du match, et quand il faisait le tag sur Stevie Ray, on était content, même s'il n'avait pas catché. L'un, pourtant, il est moins bon que son partenaire pareil, c'est les Street Profits. Montez Ford est exceptionnel. Le hot tag d'Angelo Dawkins, il est exceptionnel, parce qu'en fait, le mec, quand il vient, il a la pêche. Bien sûr. Là, on va arriver sur le nom que tu disais tout à l'heure. Alors là, tu as mis deux noms. Tu as le booker et le booking. Oui. Bah, on commence peut-être par le booking. Et comme ça, parce que c'est le booker qui fait le booking. Exactement. Donc, on Donc, dit que c'est le booking, et comme ça, après... c'est ce qui est, on en parle énormément en ce moment par rapport à les mauvais bookings qu'il y a actuellement à la WWE. Le booking, c'est la créativité. Comment écrire un show. Une histoire. Une histoire. En fait, un booker, il écrit les storylines, les vainqueurs, Les feuds. Donc c'est les rivalités. Les feuds, c'est les rivalités. C'est les rivalités. Voilà, il n'y a pas Donc, besoin en fait, de dire... voilà, le booking, ça englobe tout ça, et c'est écrit par un booker ou une association de bookers qui doit justement faire qu'on apprécie de regarder les shows et qu'il y a un fil rouge qui se tient, une histoire racontée de A à Z, en passant par le in-ring, en passant par les trucs un peu moins importants, les trucs très importants, et ça doit emmener à de la finalité. Et des fois, dans certaines fédérations, comme par exemple à la WCW à l'époque, c'était le booking committee. Le booking Et committee, il y avait des catcheurs, il y avait Dusty Rhodes, il y avait Kevin Sullivan, par exemple. Ouais. Il y avait plein de choses, et puis c'est eux qui décrivent comment doit se dérouler le show. C'est Et ça. tu as souvent un chef booker, et là, par exemple, le chef des bookers, c'est Triple H. Le chef des bookers, ouais, le chef créatif, c'est Triple H. Petit point rigolo, à la WWE, il y a longtemps eu le mari de Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., qui était acteur dans certains films. Lui, il n'était pas booker, il était scénariste. Et scénariste. Il y a une différence? Oui, il y a une différence, parce qu'en fait, très souvent, à la WWE, ça se passe encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un chef des créatifs qui est booker, et il a une équipe de scénaristes. Donc c'est très souvent des gens qui sont pas forcément du monde du catch, et en fait, eux, ils essaient d'écrire les scripts et les trucs comme ça, dans les idées du booker. Ah, d'accord. Voilà. Un scénariste, c'est vraiment quelqu'un qui écrit comme quand il était un scénariste de film. C'est lui qui va écrire ce que les mecs vont se mettre dans la gueule Ouais, c'est ça. quand ils vont pas sortir du... Il va écrire les scripts, que ce soit les scripts Voilà, de les scripts, promo, ouais. les scripts de storyline et tout Ok. comme ça, sous les ordres du booker. Le Ok. booker donne des idées de storyline, ou de feud, ou de match, et en fait, les scénaristes vont aider le booker à faire une histoire cohérente. Donc le bon booker, il va faire des matchs, ça va être des bons matchs, c'est un bon booker. Et le mauvais booker, il va faire des matchs, c'est des mauvais matchs, c'est un mauvais booker. C'est ça, C'est ça. ou des mauvaises histoires. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, donc très souvent on pense que Vince McMahon bookait tout seul. Non. Et ben en fait, Vince McMahon, il a eu des fois des bookers avec lui, et après il a eu les scénaristes qui a donné tout Mais toutes les scripts. c'était Vince qui avait le dernier cut, le final cut. Quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc du coup, je peux en donner des très connus, des bookers si tu veux. Ouais, vas-y. Donc tu as donné Dusty Rhodes, Kevin Sullivan, il y a Vince McMahon, Bruce Pritchard, Jim Cornette, très connu. Moi, Vince, j'ai même pas envie de le ranger dans les bookers, c'est au-delà de ça. Ouais, c'est ça. C'est le final cut. Ouais, mais il est quand même booker. Oui, il book, mais il fait tout. Voilà, donc du coup, Tony Khan, c'est le président de AEW, il est booker. Ouais, moi je pense aussi à Polyman. Paul Heyman, aujourd'hui, mais exactement, à l'époque. Paul Heyman, Jim Cornette, Vince Russo, Eric Bischoff. Vince Russo, on a Voilà. parlé aussi. Par contre, Eric Bischoff, quand il était à la WWE, n'était plus booker. Non, Il était uniquement performer. Ouais, comme j'ai envie de le répéter encore une fois, Vince Russo, Oui, tu il l'as a des dit. pires bookers de tous les temps. Bien sûr. À la New Japan, le booker qui est là depuis je sais plus combien d'années, c'est Gedo, par exemple, qui est assez connu. En fait, il y a des bookers, il y en a, ils s'en font une carrière complète, quoi. Mais normalement, le booker ne doit pas être connu par le public. Si c'est bien fait, tu n'as pas besoin de savoir le booker. Quand les gens à la TNA chantaient Virer Rousseau, ça te montre le niveau du mec. Ouais, voilà. Par contre, est-ce que ça a à voir avec Booker T? Non. Rien à voir. Ok. Suivant. Suivant. Botch. Un botch. Il y a pas si longtemps, plus sur le Discord, on a regardé des compilations de botch. C'est très marrant. Sauf quand il se blesse, ça j'aime pas. Voilà. C'est des ratés. Tout simplement. Un botch, c'est un raté. C'est que ce soit, un botch, ça englobe pas que les ratés in-ring, où genre le mec s'est cassé la gueule, il a raté sa prise.
Non, ça englobe aussi les ratés, les botches de promo, les botches d'entrée. Le botch d'entrée le plus mythique pour nous, c'est le Shockmaster. Voilà. Ah, il y a Titus Sonil et le Valorant quand même. Les deux. Ah, le Shockmaster, allez voir, c'est exceptionnel. Voilà, là, c'est carrément un botch de présentation de personnage. Enfin, ça aurait pas dû exister, le mec là. Ouais, de base, oui, de Le base, il vieux était de Stormtrooper à paillettes. Ouais, c'est de la merde. Et souvent, par exemple, on peut dire aussi ça montre parfois le niveau d'un catcheur. Alors, tout le monde peut botcher. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver au meilleur. Mais par contre, ça doit pas arriver tout le temps. Ouais. CF, Uso. CF et les Knight. Ah non, les Knight, c'est bien, les Knight. Et les Knight, en ce moment, c'est Botch Knight, hein. C'est vrai qu'il est retombé un petit peu sa hype, lui, hein, je trouve, hein. Bah non, il est bien avec Ice Speed. Oui, ouais. C'est ce que Et les Uso. Hype. Tu l'avais mis hype ou pas? Hype, j'ai pas mis. Hype, c'est la le popularité. hype, c'est un terme, oui, la hype, c'est quand on est excité par quelque chose. Bah voilà, c'est la le popularité. hype. Ça, c'est toujours intéressant de le dire. Tu avais mis le terme brawler. Brawler, ouais. Est-ce qu'on peut le traduire par combattant? Par bagarreur. Bagarreur, bien. Bagarreur. Donc un brawler, c'est les bagarreurs dans le catch. En général, c'est les mecs qui font beaucoup plus de strike, de coups de poing, de coups de pied, de cordalage, de machin, que de prise. Par exemple, Steve Austin après sa blessure. Exactement, c'est l'un des meilleurs brawlers. Le plus connu, c'est Bruiser Brody. Voilà, c'est un des plus connus parce qu'il a rayonné par sa mort tragique, donc on s'en souvient beaucoup. Est-ce que c'est des catcheurs qui sont moins techniques? Pas forcément, justement. Steve Austin, c'est le contre-exemple. Steve Austin, c'était un excellent catcheur technique avec sa blessure. Il pouvait moins faire de technique, donc du coup, il est devenu un plus gros brawler. Mais de base, c'est un catcheur technique. Le brawler le plus mythique aujourd'hui, c'est Jon Moxley. Mais Jon Moxley, c'est aussi un catcheur technique. C'est un catcheur totalement complet. Mais quand on le voit dans son personnalité, dans ce qu'il dégage et dans comment il fait ses coups, c'est un brawler de base. Mais lui, il est au-dessus. Mais t'en as, c'est que des brawlers. JBL. Bradshaw, c'est un brawler, pur et dur. Voilà. C'est pour te donner l'exemple, en fait. C'est des gros bagarreurs, en fait. Et quand tu regardes beaucoup Jackie Michel, tu deviens un gros brawler aussi. Oui. Je me lâche aujourd'hui. Je suis fatigué, je me lâche. J'ai pas mis les autres noms, mais du coup, Underdog, allez voir notre vidéo, je vais pas le redécrire. Il y a les Powerhouse. Les Powerhouse, c'est les gros tas de muscles. Donc, Brock Lesnar, Goldberg, Braun Breaker. Brock Lesnar, il est un peu différent parce qu'il est aussi technical. Ah ouais? Bah oui, parce qu'avec sa lutte. Oui. Mais oui, dans l'idée, dans son physique, c'est un Powerhouse. Marc Henry, c'est un Powerhouse. Comme tu as dit, Goldberg aussi. Hobbs. Powerhouse Hobbs, ouais. Alors c'est dans son nom. Mais alors, par contre, tu vois, le fait que ce soit dans le nom, moi, j'aime pas. Ouais, mais en fait, c'est Maison Forte. C'est rigolo en français. Oui, là, il s'appelle Royce Keys, donc on s'en fout. Oui. Voilà. Obafemi. Obafemi, bien sûr. Powerhouse. En général, c'est quand t'as un physique démentiel. Et des fois, des matchs de Powerhouse, c'est pas terrible souvent. Parce que c'est lent. C'est lent, mais il y a des exceptions où en fait t'as juste envie d'avoir deux gros bonhommes qui se tapent dessus et t'es content, quoi. Moi, j'aime beaucoup le Powerhouse style, par exemple, Brock Lesnar, ou les noms que t'as cités, avec des mecs du style de Kurt Angle. Technical, qui sont capables d'être techniques, mais en même temps qui sont très puissants. Voilà. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Technical, on n'arrête pas de le dire. Un catcheur technical, c'est quelqu'un qui a une grosse psychologie in-ring, qui a un énorme in-ring technique, qui a des backgrounds en général d'autres arts martiaux, ou lutte, ou slash, ce que vous voulez. Et Bischoff. Non. Mais du coup, Kurt Angle, Chris Benoit, Chris Jericho, tous les Vanilla Midget, de base, ce sont Eddie Guerrero, ce sont des mecs technical. Après, très souvent, ça peut se mixer avec autre chose. Donc, comme tu dis, ça peut être un technical Powerhouse comme Brock Lesnar. Ça peut être un technical High Flyer. Alors là, j'en ai moins. Eddie Guerrero, Rey Mysterio. Il est quand même, ok. Voilà, c'est des mecs qui font du High Fly en plus de leur technique. Et puis il y a les mecs qui sont pur High Flyer. Pur High Flyer, voilà, donc c'est des mecs voltigeurs. Rey Mysterio, Rob Van Damme. Darby Allin. Non, Darby Allin, lui, c'est un catcheur extrême. Ah, c'est encore autre chose. Il fait de la voltige et tout ça, mais lui, il est à part. Rob Van Damme, tu viens de le dire, hein. Rob Van Damme, ouais, c'est dedans. Là, dans les jeunes, Jimon Evans, Kevin Knight à la EW. En général, c'est très flamboyant. Très flamboyant. Quand les gens sont pas fans de catch, si vous voulez convertir quelqu'un au catch, souvent, faut partir sur ces styles de match-là. Ouais, l'high flyer, ça les Mexicains aussi sont. La lucha libre, c'est beaucoup de high fly. C'est du high fly condensé. Juste, je voulais te poser une question, puis malheureusement, elle est partie. Tous les catcheurs, quoi qu'il arrive, ils sont tous arrangés dans une catégorie, quoi qu'il arrive. À part des génies, qui peuvent être tout. Par exemple, Daniel Bryan. Daniel Bryan, il fait, à part dans son physique. À part Powerhouse, voilà. Mais le gars, il sait faire de la brawl, il sait faire du technique, il sait faire du high fly, il sait faire de la psychologie. Mais tu le classes quand même dans une de ces catégories. En fait, chaque catcheur prend une partie des catégories. Big Show, Powerhouse, par exemple. Powerhouse, et géant, en plus, donc, ouais, Giant. Mais, un mec qui est totalement hors de ces catégories-là, c'est que c'est un très mauvais catcheur.
Ouais, voilà. Voilà, il y a quand même un truc qui va se coller à ça. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut quand même être un minimum clair. On continue? Oui, Bah là, c'est bien parce que t'as utilisé tous les termes. j'ai utilisé tous les termes de ce style-là. Ouais. Il y en avait d'autres ou pas? Dans la liste que tu m'as faite, Non, je peut-être? crois que j'en ai pas mis. Là, t'as mis Broadway. Alors à Broadway, parce que des fois j'en parle quand on parle de... Et on va beaucoup en parler dans la vidéo de Ric Flair, et on en a beaucoup parlé dans la vidéo de Sting, et t'as jamais rebondi dessus, donc je vais pouvoir l'expliquer ce que c'est. Je disais très souvent, Ric Flair des Sting, c'est des Broadway. Ouais. 1 heure, de 40 minutes, de machin. En fait, c'est des matchs qui peuvent durer 20, en général c'est plus les longs matchs, avec des time limits d'euros, en fait de 40 minutes, 1 heure, où normalement il est censé avoir une fin après le temps additionnel, dès que le temps est fini, c'est la fin du match. Et ben à l'époque de la NWA et de la WCW, on appelait ça des Broadway. Ça veut dire que c'est des matchs ultra longs, très compétitifs, qui finissent sur des matchs nuls. Souvent, ah d'accord, ok. Ça finit sur des matchs nuls, donc c'est les Broadway. Bon, là, c'est facile. Bump, bumper. Ouais, bah le bump, on en parle très souvent, je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. C'est prendre une C'est chute. la base du catch. C'est savoir chuter. c'est savoir prendre une bumper, c'est prendre une Ouais, chute. prendre une chute. Et on troll beaucoup, par exemple, Taker durant l'invasion face à TTP, où il avait pas envie de bumper. Oui, parce que souvent, Voilà. bumper, ça rend ton adversaire fort. Bien sûr. Voilà, donc il faut accepter. Plus tu bumpes bien, plus l'adversaire qui va être en face de toi va paraître fort. C'est par exemple ce que faisait parfaitement Ric Flair c'est ce qu'a fait Ric Flair avec Sting. Exact. Il bumpait excellemment bien, ce qui fait que tu as l'impression que Sting était fort, et du coup les gens, comme Ric Flair était le heel, Sting était le face, étaient contents de voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien parce qu'on arrive à faire T'es parallèle. des parallèles, t'es content de voir Sting défoncer le cul à Ric Flair, désolé pour le terme, mais là aujourd'hui ce soir je me lâche, je suis explosé, et ben du coup si Flair bump bien, et ben ça crédibilise ton adversaire. Et ben à part Kevin Nash, les mecs de la clique, c'est des excellents bumpers, que ce soit Razor Ramon, Shawn Michaels, Triple H, le 1-2-3 Mais Kid. parce que quand tu comprends le business, tu sais que pour faire de l'argent, il faut que l'adversaire face à toi paraisse fort, sinon ça sert à rien. Sinon tu as des matchs de 30 secondes qui ne servent à rien. Je parle pas de Goldberg par exemple, mais je parle de certains trucs ça sert à rien. Si le mec en face de toi n'a pas envie de te faire paraître fort, bah tu feras pas d'argent, la rivalité n'a pas été. Et le bump, ça s'accompagne souvent d'un terme qu'on nous dira plus tard, le selling. Bah le Et selling, vas-y pour le selling dans ce cas. Donc le selling, c'est de vendre. Voilà. C'est la traduction littérale, c'est vendre. Donc du coup, c'est l'une des notions les plus importantes dans le catch. Big up à Lunatic, hein, qui se plaint très souvent justement la mort du selling, il appelle ça. Pour moi, c'est pas tout à fait le cas dans l'ère actuelle. Il y a du catch différent. Mais le selling doit faire partie d'un match, c'est obligatoire. Un mec qui ne vend pas ou qui ne sait pas vendre, et ben en fait, on va pas réussir à suspendre son crédibilité dans un match crédible. Sauf si c'est son personnage. Oui. Comme le Taker par exemple. Comme le Taker, oui, mais à l'époque, le Taker, ça marchait très bien parce que c'était un personnage cartoon et tout. Le Taker d'après, il vendait. Oui, très bien sûr. Il avait un selling exceptionnel. Il y a des catcheurs qui sont très réputés pour le selling, par exemple, Shawn Michaels, qui vend très bien. Ric Flair, Shawn Voilà, Michaels, voilà. c'est les noms qu'on a dit. Voilà. Plus tu vends bien, ça reste la même chose que bump. C'est ça. Finalement. Et si dans le match, on te défonce le bras, et ben, tu dois continuer de vendre ton bras jusqu'à la fin du match. Pour pas donner des exemples qui vont trigger des gens, je vais en donner un qui est sûr qui marche très bien. Lors d'un des derniers shows New Japan qui est passé, qui était Sakura Genesis, on a eu un gros match par équipe, et je vais citer un des catcheurs par équipe qui est Yuto Ice, l'équipe des Knockout Brothers. Le mec se fait travailler le bras durant tout le match. Et ben, même durant sa célébration à la fin du match, il tenait encore son bras, il le levait pas. Oui, bah oui. Et il a fait sa promo, il parlait avec son micro, mais son bras Oui, était pour mort. montrer que j'ai mal au bras. Et son partenaire, Oscar, qui est l'un des meilleurs géants actuellement dans le catch, vraiment un jeune qui fait plus de 2 mètres, il est génial, et ben lui, il s'est fait travailler la jambe tout le match, il est reparti à cloche-pied. Ah bah ça voilà, ça c'est bien. Ça veut dire que les mecs, en fait, le selling, ça doit être si t'as une blessure au dos, par exemple, qui est reconnue, tu dois faire des rappels, tu dois vendre ton dos, tu vois. On peut enquiller sur le overselling. L'overselling, c'est quelque chose qui est pas très professionnel de manière générale, c'est quand tu vas survendre. Alors, il y a des fois, ça donne des trucs exceptionnels, par exemple, la manière de vendre de Dolph Ziggler, c'est de l'oversell, mais il rend pas son adversaire Golemon quand il le fait. On va y venir. Tu sais qu'on va parler de toute façon. Voilà, Mr. Perfect faisait de l'oversell tout le temps. C'était quelqu'un qui bumpait comme un fou dangereux. Razor Ramon sur Cole Stevens. Razor Ramon, c'est de l'oversell. The Rock, sur le stunner, par exemple, c'est de l'oversell. C'est parce que le mec fait 3 roulades, ses jambes tapent la corde, il revient, c'est de l'oversell. Et on va pouvoir arriver. Parler de Shawn Michaels face à Hulk Hogan sur l'ensemble 2005. Où là,
il va faire de l'oversell, mais pour faire passer Hulk Hogan pour un gros demeurer. Voilà. Ça, c'est pas professionnel. Voilà. Ouais, enfin après, quand tu connais l'histoire. C'est mérité. Alors, si vous voulez vraiment tout savoir sur ça, on a fait une petite vidéo très courte sur la carrière de Shawn Michaels. Ça dure 8 heures les deux parties. C'est court. C'est court. C'est léger, ça s'écoute d'une traite. C'est propre. Alors, plus sérieusement, on en reparlera certainement quand on fera la carrière d'Hogan, de cette période-là, parce que Shawn Michaels a voulu se venger du fait que Hogan, il veut pas faire le match, j'ai bobo au genou, j'ai bobo au dos, j'ai bobo au bras, il sait pas. Tu vas gagner. Ça va, j'ai plus mal. Ouais. Voilà. Et, c'est le dernier personnage qu'on va parler. Comme j'ai dit, je vais pas parler parce que je trouve qu'il y a des mecs qui ont un selling d'un autre monde dans le catch actuel et qui me vendent du rêve. Mais on va rester sur de l'ancien. Hulk Hogan, son selling. C'est peut-être l'un des meilleurs sellers de toute l'histoire du catch. Et il y a tous ceux qui ont voulu imiter Hogan dans son selling, ça a jamais marché. Il y a que Hogan qui arrive à faire ça. Ouais. Le grand gars de près de 2 mètres qui arrive à se faire, à s'en prendre plein la gueule, que tu crois qu'il va perdre alors que c'est le plus gros face de toute la compagnie tellement sur son visage il le vend bien, c'est exceptionnel. Et ça a fait que dans les années 80, ça a été le top face de tout. Partout. Au-delà de tout. Grâce à un autre terme, on va dire qui est lié à Hulk Hogan, parce que du coup, on a même mis son nom dedans, c'est le Hulk Up, justement. C'est se faire massacrer, il croit plus en toi parce que t'es KO par terre, et d'un coup, le Hulk Up, c'est le second souffle, où le mec revient et il va gagner le match. Alors là, il y a Bury. Buried, donc c'est enterré. Ah oui, oh, d'accord, ok, oui. Putain, je suis fatigué. L'appel doré d'un certain monsieur. Est-ce qu'on a besoin de le décrire? Ah, moi je pensais au match Bury de... Ah non, Bury le terme enterré, le terme buried en... Ah, ça n'a rien à voir avec les matchs... Non, c'est l'appel doré de ton pote à chachache. D'accord, c'est quand t'enterres le mec autrement que sur le ring, en fait. Bah, même dans le ring, tu peux glorifier quelqu'un. En fait, c'est quand le mec tu ne veux pas qu'il soit plus haut, tu veux qu'il passe pour un guignol. Spling, pelle dorée. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, tu vas le booker très mal, tu vas l'humilier dans le ring, tu vas prendre une décision pour que la hype du mec redescende à 0 et en fait que tu vas tout casser. Un autre terme, c'est lui casser son momentum. Un momentum dans le catch. Ça marche partout, ça. Ça marche partout. C'est que en fait, tu vas accumuler des victoires, tu vas accumuler des bonnes storylines, et en fait, les gens vont être de plus en plus derrière toi, donc t'as un bon momentum. Voilà. Et en fait, le buried, c'est quand on va enterrer un catcheur pour qu'il y ait plus de hype. Voilà. Bah, tu peux dire aussi, il y a l'autre terme, c'est buried, le match. Buried live match. Ouais, ça c'est. Ouais, bah ça c'est des stipulations, je les ai pas mis dedans. C'est quand t'enterres le catcheur. Voilà, c'est un match enterré vivant, ça. Voilà, c'est ça. C'est très bien aussi. Le Busted Open. Busted Open, ça, vous l'entendrez moins maintenant, mais moi je l'entendais beaucoup dans les commentaires durant par exemple les ratitudes, durant l'Open Challenge. Non, c'est quand tu te fais exploser le crâne et que tu pisses le sang. T'es Busted Open. Ah, c'est tout. Voilà, tu t'es pris un énorme coup de chaise. Par exemple, le coup de chaise de JBL sur Eddie Guerrero, il lui arrache le crâne et que ça se gicle de sang, et ben, t'as le commentateur, il fait « You busted open !» D'accord, tout simple alors. Voilà. Tout simple, ok, D'accord, ok, parfait, bah tu vois, je croyais que c'était autre chose. On continue, bon bah, catchphrase. Voilà, catchphrase. C'est facile. Voilà, c'est facile, c'est un terme, c'est que ce soit une line complète, donc une phrase complète, ouais, voilà, une phrase complète ou juste un mot. En fait, c'est... ça. Excuse-moi, vas-y. C'est... tout catcheur doit avoir des catchphrases dans la manière générale, en fait des phrases qu'il va répéter régulièrement dans ses promos, régulièrement dans les matchs, régulièrement dans le machin, un truc qui va marquer les fans et qu'on va associer au catcheur. C'est lié à la gimmick par exemple. Voilà. La gimmick, c'est le personnage. Ça caractérise le catcheur auprès des fans et quand c'est bien fait, bah les fans reprennent en boucle la catchphrase. Voilà. CF, Give me a Allier. Ouais, the cause de Stone Cold said so. Finley, The Rock, is come back et t'as tout le public qui chante. Voilà, c'est ça. I have a nice day de Mick Foley. I am the game de Triple H quand il le sort, c'est une catchphrase. Yes de Daniel Bryan. Le oh. C'est une catchphrase. Hein. C'est le plus simple. Voilà le oh de Duggan. Voilà et puis Hulk Hogan n'enchaînait que des catchphrases quand il faisait ses promos. Prenez vos vitamines, machin, nanana. De Hulkamania is running on you. C'est une catchphrase. Voilà. Et des fois, c'est même des trucs qui ne sont pas liés au catcheur, mais qui restent, qui te marquent. Comme par exemple, quand t'avais Blondin qui disait la NWO, c'est pour la vie. C'est une catchphrase des commentateurs. Voilà, c'est ça. Par-dessus la troisième corde de Christophe Ajus et Philippe Chiraud, c'est une catchphrase. Le simplement 2. Le simplement 2 aussi. Ça, c'est nul. Faut arrêter de le chanter à tous les... Mais bon, ça, c'est... Voilà. Mais c'est intéressant. Là, il y a la cheap, hit, pop et shot. Alors, le terme cheap, c'est le terme, en fait, facile. Cheap, c'est facile. Donc, la cheap pop, c'est une pop facile. Donc, cheap hit, c'est une que le public va t'insulter de manière facile. Par exemple, quand le heel prend le micro et qu'il est
à Oui, oui, à Boston, Chattanooga, et qui dit, oui, voilà, qui dit que l'équipe de sport des Celtics, c'est des merdes. voilà, et ben c'est de la cheap hit, Voilà, c'est de la hit facile. de la hit facile. Et la hip hop, c'est le contraire. Bah, Boston, c'est les meilleurs. Voilà, c'est ça. Voilà, ou quand t'es un catcheur américain et que tu veux USA, voilà, c'est de la Voilà. circus. Circus, c'est un terme péjoratif en disant que bah, c'est du catch de cirque, que c'est de la merde. Bah, le catch de cirque, on dit ça souvent quand c'est l'ancien catch, parce que c'est du catch de foire, du catch de cirque. Exactement, Comme ça. c'est ça. Closet champion. Closet champion, c'est le champion de placard. D'accord. Voilà, donc c'est un champion qui n'est pas crédible en fait. C'est celui de transition. Non, c'est même pas celui de C'est transition. même pas celui de transition, c'est même pas celui qu'on dit paper champion. C'est le champion qu'on n'y croit pas du tout. T'as un exemple? Moi, j'allais dire Bob Backlund en 95, mais bon. Ouais, mais lui c'est plus pour faire de la transition quoi. Ouais. Là c'est vraiment le champion pas crédible. Quand quoi. tu dis champion, ça parle pas que de. Bah, par exemple, ça peut arriver à certains champions intercontinentaux quand on leur donne le titre comme ça. Pour, Ouais, par exemple Albert, voilà, c'est Albert durant les attitudes, c'est le placard champion, on s'en fout. Paper champion, tu veux le dire? Pas paper champion, en fait c'est post-règne en général, c'est que en fait t'as été un champion qui n'a rien apporté ou que les fans s'en foutaient un peu. Jey Uso. Ouais, Jey Uso c'est un paper champion un peu. Ouais. Il a eu une hype au début, mais en fait donc, quand on voit ce qu'il a accompli, c'est un paper champion. Voilà, pas parfait comme Ouais. ça. C'est bien. Au moins, tu donnes des termes qui Ouais. sont pas dedans, c'est très bien. Bon, color, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, Clean. clean, c'est par exemple quand l'adversaire bat un autre adversaire de manière propre. Voilà, qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'overbooking, il n'y a pas de triche, il le bat 1, 2, 3 dans le ring, quoi. C'est ce qu'il faut entre Brock Lesnar et Obafemi. Que Obafemi batte Brock Lesnar clean, Clean, ouais, ouais. sans controverse, sans rien. Voilà. Bah, ça, on sait pas, ça se trouve, il l'a. Il Ouais. l'a fait. Peut-être, mais oui, nous on le sait pas encore. Voilà. Bon, dark match, c'est facile. Dark match, c'est les matchs non télévisés avant ou après le show télévisé. On s'en sert des fois pour tester des catcheurs, Yes. tester des feuds, des rivalités. Voilà. Ou donner un match de main eventer qui a fait qu'une promo durant le show. Ouais, voilà, pour Et que les. fans soient contents de le voir un peu catcher. Bah, ça, c'est souvent à la fin du match. À la fin du show, ouais. Bon, Dusty Finish. Ça, je suis content que tu l'aies mis parce que je te l'aurais demandé. Voilà, donc le Dusty Finish, pour redonner, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Sting, là je vais le redire clairement. Un Dusty Finish, c'est que il faut qu'il y ait un heel et un face pour faire un Dusty Finish, de manière générale, ou qu'il y a un truc lié justement aux alignements. C'est un long match, au bout d'un moment, il va y avoir un rave bump. Donc bah, du coup je peux dire ton terme que tu voulais parler, le rave bump. Le rave bump, c'est quand l'arbitre prend un jeton. Oui. Et qui bump, et qu'en fait il est KO pendant 15 minutes. Un arbitre, dès qu'il prend un coup, il y a tout qui s'éteint. Ah oui, il se passe plein de choses. Voilà, il se passe plein de choses. Donc du coup, Il y a des caméras partout, mais... voilà. Donc il y a eu un rave bump, et en fait le face arrive à faire le tomber sur le heel qui est en général champion. Un deuxième arbitre vient, fait le tomber, le face a gagné le match, il est devenu champion. Et on va dire que l'arbitre est pas officiel. Ouais, sauf que ouais, l'autre arbitre, qui était le premier arbitre, va se lever, se prendre la tête avec l'autre arbitre, et il va annuler la décision Voilà, du premier, voilà. et il va rester champion. Ou par exemple, ça peut être un truc, on te fait gagner le titre le mardi et tu le perds le mercredi. Est-ce que ça peut être considéré comme un finish? Un Dusty Finish en général, c'est dans la même soirée. Dans la même soirée. C'est Après- qu'en fait, on donne une pop, justement, une pop, c'est quand Ouais, le public ouais. explose, Ouais. que de joie, parce que le face a gagné, et qu'en fait, tout de suite après, on va dire non, 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 non. Mais c'est une chute émotionnelle. Chute émotionnelle, en fait, c'est pour faire ça un ascenseur. Et on appelle ça Dusty Finish parce que Dusty l'a éculé quand il était booker à la WCW. C'est ça, Il a Dusty Rhodes en a abusé, voilà. Bon, turn, face, heel, on l'a fait. On l'a fait, La feud, on l'a fait. on l'a fait. C'est la rivalité. Le finish et le finisher. Bon, ça, normalement. Le finish, c'est quand le match se termine, c'est un finish, voilà, et c'est la situation de la fin de match. Ok. Voilà, on appelle ça, c'est le finish, on arrive au finish. Et le finisher, vous connaissez, c'est la prise de finition du catcheur. Voilà. 5 star. 5 Star, ça a été popularisé, on en parle très souvent, Dave Meltzer. par Dale Meltzer, par le Wrestling Observer Newsletter, c'est de noter les matchs par des étoiles. Ok. Et donc du coup là j'ai mis juste 5 Star. 5 Star, c'est considéré comme les meilleurs matchs de tous les temps. Voilà, c'est ça. Et le Dale Meltzer il est décrit aujourd'hui parce qu'en fait il a cassé son système de notation, de base c'était de 1 à 5 étoiles, et en fait lui, depuis quelques temps, il met des matchs 6, 7, 8 étoiles. Ouais, là, ça devient n'importe quoi. C'est voilà, donc ça casse un peu la crédibilité du truc. Je l'ai pas noté, mais je peux le dire. Dans la notation, donc on dit 5 Star meilleur match. En général, on dit pas forcément les étoiles quand on parle à la voix. Si vous entendez quelqu'un dire c'est un match 3 quarts, Ah, c'est les étoiles. c'est les étoiles, que c'est un match de 1 quart, de machin. En fait, c'est
c'est une étoile, et après il y a une étoile à quart, une étoile et demie. Oui, on peut supprimer, on peut couper l'étoile en plusieurs parties. Voilà, c'est ça. Et il y a le dud, que j'ai pas noté. Le dud, c'est le 0 étoile. Quand c'est de la merde. Quand c'est de la merde, c'est un dud. Quand il se passe rien dans le match, en général, c'est un 2. Voilà. Et il y a eu des exceptions où ça a fait des minus 5 stars. C'est-à-dire Des moins 5. C'est vrai. Ouais, il y en a. C'est pire que le dud. Ouais, bah oui, c'est pire que le dud. Ah bah oui, parce que le dud c'est 0, là on est à moins 5. Donc, tu te doutes bien. T'as un match comme ça qui vient Ah, l'esprit, tous putain, les matchs de Niki Bella? j'en avais un, mais il m'est sorti d'esprit. Tous les matchs de Niki Bella? Non, c'est plus des duds. Ouais, on est d'accord. J'ai envie de te dire que Brother of Destruction, non. Ah oui. Eh ben non. Taker contre Goldberg. Ah oui. C'est un minus Ouais. 5 stars. Parce que tu vois, le Brother of Destruction contre DX, je mettrais ça dans les duds. Dans les duds, ouais. Voilà, tu vois. Mais voilà, c'était pas C'est les- de la merde, mais voilà. Garbage, c'est les poubelles. Poubelle, voilà. Donc c'est garbage wrestling. C'est quand on dit que c'est du catch de merde, en fait. C'est du D'accord. catch de poubelle. La low card de leur attitude. Ouais. Voilà, entre les mecs random qui font du catch pas bien fait, storyline de merde, on dit que c'est du garbage wrestling. Jerry Lawler appelait la ECW comme ça, par Ouais, exemple. la poubelle, ouais. Voilà. La gimmick. Ce qui est faux. Donc la gimmick, c'est le personnage. Ouais, ça c'est. Incarné par le catcheur. Donc la gimmick, ça peut être que ce soit un personnage flamboyant, que ce soit un personnage l'argent des knives, que ce soit simplement par exemple, on aime bien en parler, la gimmick des métiers. Ouais, oui, Voilà. c'est de la merde. Voilà, ça, voilà. Donc c'est le personnage incarné, on appelle ça une gimmick. Et on aime bien dire ça, certains catcheurs ont dépassé le stade de la gimmick parce qu'en fait c'est eux avec le curseur à 101. Par Ouais. exemple Steve Austin. Steve Austin. Voilà, c'est même plus une gimmick. Souvent les mecs de l'air attitude. Hein. Ouais, bah les in-event de leur attitude, ouais. C'est souvent les mecs comme ça. Hein. Tu as mis hit. Donc une hit, c'est le contraire de la pop, donc on peut faire les deux. Une hit, c'est une réaction négative de la part du public. Tu vois, quand le public va huer, va faire des révoltes, va balancer des canettes, des trucs comme ça, Bah, quand la NWO se forme. c'est une hit incroyable. C'est le terme de la clique aussi. Ah ouais, mais on a mis de la hit aussi. Oui, ça, la clique, elle adorait On ça. a adoré ça. Une pop, c'est l'inverse, c'est quand les gens explosent. C'est bien, de c'était manière le mot positive. Ouais, bah oui, de manière positive. Et il y a deux termes qui sont collés à ça. Donc pour le terme de genre, on va dire positif, il y a deux termes, et pour le terme négatif, il y en a qu'un. Pour dans la pop, il y a la shine aussi. C'est quand le babyface domine. Ok. On appelle ça avoir la shine. Quand le heel domine, ça s'appelle une hit aussi. Voilà, c'est qu'en fait, c'est lui qui va dominer le match, taper sur le gentil, et c'est là où le gentil, le face, il doit faire de l'excellent Selling. Voilà. Pour que les gens se mettent derrière. Vous voyez, tout se colle. Bon, pop, tu viens de le faire. High spot, bah, c'est le gros spot du High show de spot, match. voilà, c'est ça, un gros spot. Par exemple, le spécialiste des high spots, c'est Jeff Hardy. Ouais. C'est le gros moment du match que tout le monde se souvient. Exactement. Voilà. Darby Allin, Oui. par exemple aussi, il aime bien les high spots. Mick Foley, en fait, c'est des spots qui dépassent en général le cadre ultime du catch, quoi. Et c'est souvent des trucs que tu te rappelles. Par contre, à pas confondre avec le segment, les amis. Là, on parle vraiment, le high spot, c'est pendant le match. C'est ça. C'est pendant le match. Et par exemple, quand Jeff Hardy, comme tu disais tout à l'heure, saute par-dessus, Fait une Swanton Bomb du haut du titantron sur Randy Orton, c'est un high spot. c'est un high spot. Par contre, quand Batista passe Triple H à travers la table pour signer le contrat avant son main event à WrestleMania, C'est un angle. là, c'est un angle ou un segment. Voilà, c'est ça. C'est pardon. Bien dit. J'essaie d'être pertinent. Hein. Ouais, bah oui, bah tu l'es. Bon, le show à la maison. Le house show, donc le house show, c'est un show non télévisé pour le public local. C'est ce que faisait beaucoup la WWE quand elle venait en France avant de décider de refaire des pay-per-view en France. Exactement. Très intéressant, hein. J'aime bien finalement, tu vois. Cette émission, je m'attendais... et finalement, je trouve ça top. Ouais. L'indie, L'indie, c'est le catch indépendant. le catch indépendant au cas, c'est quand on n'est pas dans des grosses structures. C'est ça, qu'on n'est pas dans les structures mainstream ou grosses structures. Il y a du catch indépendant partout dans le monde. Mais quand on dit indie, très souvent, on pense aux petites fédérations aux US. Donc que ce soit l'une des plus connues, ça a été la Ring of Honor. J'allais dire la ROH. Voilà. Mais la JCW aujourd'hui, c'est gros, mais on considère toujours ça comme de l'indie. Parce que c'est quand t'as pas une grosse... Parce que t'as pas le public mainstream qui le regarde. Voilà. Et donc du coup, tu te permets du catch qui change de ce que tu vois à la télé. Indie Darling. Indie Darling, c'est le chouchou de l'indie. Voilà. Et en fait, une Indie Darling, c'est en général, c'est les smart, on y reviendra après, que les gros fans de catch les as mis, connaisseurs. Ouais, je l'ai mis après. Ouais, t'as mis les deux. Les gros connaisseurs de catch, en fait, ils ont suivi le catcheur dans le circuit indépendant. Ils signent à la WWE, et ben c'est une Indie Darling. Et tout NXT Black and Gold. Ouais, bah, C'est on des avait dit NXT quand Darling, voilà. on avait fait l'émission avec Lunatic, allez la voir les amis. Voilà, l'un des plus grands, considéré plus grand Indie Moi, c'est Darling, Daniel Bryan. ça a été Danny Bryan et CM Punk. Et CM Punk. Ouais, dans l'autre spectre. Voilà. Très intéressant.
La IWC, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Ouais, la communauté du catch à travers le monde. La communauté Internet Du catch à travers le monde. D'ailleurs, c'est à cause de nous, d'après Pat McAfee, si le catch est si mauvais, si la WWE est pas bonne aujourd'hui. Exactement. C'est ce qu'a dit notre ami Patou. Bon, un jobber. Un jobber, c'est un mec qui est là juste pour faire briller l'autre catcheur. Il est là pour perdre, en fait. Et faire un job dans le catch, justement, c'est la défaite. Prendre une défaite. Quand on job, c'est d'accepter de prendre une défaite. Un jobber, c'est quelqu'un qui est là pour prendre que des Voilà, défaites. parce que je voulais que c'est ça, c'est ce que pour bien préciser le coup, c'est le mec, il est là que pour ça. Normalement, Souvent, il est là pour y a ça. des jobbers qui sont légendaires. Et après, il y a le terme jobber de luxe. Ça veut dire que c'est un catcheur qu'on sait qu'il est bon, on sait qu'on peut le mettre mid-carder, on peut faire un vrai personnage, mais en fait, le gars, il est là pour perdre que contre des gros noms. Shinsuke Nakamura aujourd'hui, c'est un jobber de luxe. Voilà. Voilà. Ou alors, c'est ce qui aurait dû devenir, par exemple, pour faire un petit big up à notre dernière émission sur Chris Benoit. Allez la voir, les amis, parce qu'elle est très bien. Et puis comme ça, vous allez voir la suite sur la chaîne de l'envers du ring quand vous voulez savoir toute la tragédie. T'as vu, je suis fort, hein. Ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire. En termes de... Chris Benoit aurait dû être un jobber de luxe pour la WWE. Parce pour crédibiliser des fois une victoire d'un petit nouveau d'un truc, on le faisait perdre face à Chris Benoit. Exactement. Par exemple, Chris Jericho était un jobber de luxe pour Fandango. Oui. Et ça, c'est n'importe quoi. Mais oui. J'en parlerai pas. Voilà, ça va te parler. Joshi et Puro. Joshi ou Puro, ça c'est pour le petit côté Japon. Si je chine pas le Japon, c'est pas bien. Le Puro, c'est Puroresu, c'est le catch. Le catch, ouais. Masculin. Ok. Voilà, donc c'est le wrestling. On appelle ça Puroresu. La lutte. Le Joshi Puroresu, c'est le catch féminin. D'accord, ok. Ah, c'est tout simple en fait. Tout ça. Putain. Pardon. Bon, le kayfabe, c'est le meilleur ami de Vince Russo. Voilà, c'est les bien cassé. Le kayfabe, c'est le code d'honneur pour faire croire au public que le catch est réel. Bon, là par contre, on est d'accord aujourd'hui. Le kayfabe, il est écrit sur une stèle en béton, il est mort, là, le kayfabe. Mais On est d'accord. bien sûr, bien sûr. Là, le kayfabe, il est mort. Après, tu peux toujours avoir des notions de kayfabe dans ton show pour que ça fonctionne. MJF. MJF. Voilà, merci. MJF, c'est un des défenseurs du kayfabe. Mais tout le monde sait que le catch, c'est scénarisé. J'aime pas dire que c'est faux, ça m'énerve ce terme-là. Non, parce que c'est pas faux, parce qu'il faut se dire que les mecs prennent vraiment des jetons. Bah oui, il faut arrêter les conneries. C'est scénarisé, comme vous regardez une série. Donc les gens qui disent tu regardes le catch alors que c'est faux, arrête de regarder des films et des séries, arrête de me casser les couilles. Exactement. Voilà. Donc le kayfabe, c'est oui, dans l'ère actuelle du catch, il est mort, enterré, et il y a eu une génération de catcheurs qui se sont amusés à lui uriner dessus. Voilà. J'ai pas de nom qui vient en Vince tête. Russo, Triple H, Shawn Michaels, La toute la clique de manière Shawn générale. Michaels dans la première version de Shawn Michaels. Voilà, c'est ça. Vince McMahon, c'est l'un des plus connus qui a chié dessus. Voilà, donc le kayfabe aujourd'hui, il est éclaté. Est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il a commencé à mourir quand le catch est devenu mainstream? Quand il y a eu tellement de shows télé, tellement de trucs? Parce qu'à l'époque, c'était gardé secret parce que tu voyais pas autant à la télé aussi. Le fait qu'il y ait des documentaires, des trucs comme ça, et qu'on sache, forcément, le kayfabe, c'est plus difficile à tenir. Mais même quand ça passait à la télé à l'époque, ça faisait des années les gens y croyaient, même en France. Hein, quand t'avais le Petit Prince qui catchait dans les années 50, les gens, ils y croyaient. Je Hein. rappellerai quand même que quand la NWO foutait le bordel dans les arènes, dans les villes, les gens appelaient les flics parce qu'ils pensaient que c'était réel. Voilà. Tout comme il y a des catcheurs, par exemple, je prends l'exemple de Ric Flair quand il se blesse en avion. C'était une anecdote donnée par nos amis des Fashia. Quand Ric Flair se blesse en avion parce que Ric Flair a une grosse blessure, Il a eu un accident d'avion, dans les années 70, et les mecs lui disaient qu'il pourrait plus jamais catcher. Quand il était à l'hôpital, son adversaire de l'époque était venu le voir à l'hôpital. On n'a pas laissé rentrer ce mec dans l'hôpital parce qu'on pensait qu'il allait finir Ric Flair en fait. Exactement, c'est ça. Qui Big était up, High Chief Strombo, je crois. Ouais, je sais. Alors là, Catcheur indien, natif américain. petit pensée à nos amis des Fashia, grâce à qui on est là aujourd'hui. Bon, le low blow. Ah, Le low blow, c'est un coup bas. Ouais. Un coup bas, et très généralement, c'est un coup dans les couilles. Oui. Voilà. C'est un coup dans les parties intimes, Ouais. et on appelle c'est un low blow. Et low blow, oui, le terme en français, c'est coup bas. Voilà, ok. Tout simplement. Bon, là, Marc et Smart. Voilà. Ça, c'est un des termes un peu plus compliqués à décrire. Donc, est-ce que ça a quelque chose à voir avec Calloway? Rien à voir. D'accord. Voilà. Donc, marque, c'est le terme, c'est deux termes péjoratifs. On les utilise un peu à tort et à travers. De base, c'est péjoratif. C'est pour décrire les fans de catch qui prennent le catch premier degré et qui y croient. Péjoratif? C'est quoi que t'as pas compris? C'est pas faux. C'est pas faux. Donc du coup, marque, oui, on désigne les fans de catch des marques, c'est ceux qui prennent le catch au premier degré et qui se cassent pas la tête avec ce qui se passe en dehors du catch et du ring. Voilà, oui.
Mais c'est utiliser le terme péjoratif, donc il faudrait éviter de les utiliser, mais c'est pas mauvais. Parce que quoi, c'est pas, oui, voilà, d'accord. Voilà, et donc du coup, des fois, des fois, on marque. On n'est pas des marques, mais on marque, ça veut dire que par exemple, quand j'ai vu la victoire de Darby Allin, là. Voilà, on est content, on oublie tout, on oublie que c'est scénarisé, on est fin heureux. Parce que l'histoire est tellement de qualité, tellement machin, que tu rentres dedans, t'y crois, et t'es content. Titre. Voilà. Titre. Tu rentres dedans. Voilà. À opposition de smart. Voilà. Smart, donc la traduction de smart, c'est intelligent. C'est quelqu'un qui est, en général, c'est aussi péjoratif, moi je suis un smart aux yeux des gens. Parce qu'en fait, je connais toutes les ficelles du catch, je regarde tout ce qui se passe en dehors, je regarde du catch dans le monde entier, donc du coup, c'est les connaisseurs de catch. Et toujours de manière un peu péjorative. Péjoratif. Donc en général, quand on appelle un smart, c'est parce que le mec, il est casse-couille, en fait. De manière générale, tu vois. Mais c'est utilisé un peu à tort à travers, donc j'en veux pas aux gens d'utiliser le terme, mais normalement, c'est des mauvais termes. Et t'as la fusion des deux, merci Brian Pillman, d'appeler les gens des smart marks. Donc ça, c'est là dans la promo de Brian Pillman face au public de la ECW qui sont qu'un public de smart, qui connaissent tout, et qu'en fait, lui, il arrive à les retourner en disant vous êtes déçus, smart marks, parce qu'en fait, les mecs, de base, ils sont connaisseurs, mais ils vont prendre la promo de Brian Pillman qui les insulte premier degré. Donc du coup, il peut se permettre d'utiliser un terme-là en mélangeant les deux. D'accord, c'est intéressant ça. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. On continue ? On continue. Bon, le near fall. Le near fall, c'est quand il y a un dégagement d'un tombé à 2,99. Juste avant, ouais. Là, tu penses c'est bon, c'est gagné. Et le mec se dégage. Voilà. L'un des near fall de fou furieux, WrestleMania 25, Undertaker contre Shawn Michaels, quand Shawn Michaels se dégage du tombstone. Et que l'Undertaker, il fait une tête impayable parce qu'en fait, t'es persuadé que c'est fini. Et là, il y a un dégagement. Et il faut pas se rater. Par exemple, beaucoup de gens pensaient que quand Brock Lesnar bat l'Undertaker, c'est un near fall raté. Oui. Voilà, alors qu'en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est beaucoup utilisé dans le catch aujourd'hui, dans le catch 2.0. Par exemple, la New Japan se sert beaucoup des near fall parce que ça met du drama dans le match et ça permet de faire exploser la foule et de donner des pops de fou. La UW s'en sert aussi beaucoup. La WWE un peu moins, mais il y a des near fall incroyables. Je passe mon temps à le tacler, mais je me souviens de certains near fall de Roman Reigns qui sont exceptionnels. Oui. Donc c'est des mecs qui ont vraiment tellement, ils savent tellement où ils sont dans le ring. On croit qu'ils sont morts, ils ont les yeux fermés, on leur fait tomber 3 et là le mec relève l'épaule au dernier moment ou même se dégage à peine. J'aime bien, il y a des catcheurs où ils lèvent pas le bras clairement, genre juste ils remontent l'épaule, tu vois, au dernier moment et ça donne des moments de fou. Bien sûr. Bon, no sell, selling, oversell, ça on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit, mais le no sell on l'a pas dit. C'est de ne pas vendre ponctuellement. On a oublié de le dire. On a parlé on a parlé de la notion du selling, mais il y a le no-sell qui est peut-être un peu trop utilisé aujourd'hui, mais il y en a certains qui le font très bien. C'est très souvent des gros brawlers ou des mecs qui utilisent le strong style japonais, où en fait les mecs, avec l'adrénaline et l'idée du fighting spirit, l'esprit shonen, en fait le mec ne vend plus et en fait il va se relever de tout. Mais ça doit durer un temps court. Oui, ça doit pas être tout le match. Sinon, c'est plus crédible. Les no-sell qui, à l'infini, c'est les Road Warriors. Oui. C'est Goldberg. Oui. Voilà. Et il faut que c'est au bout d'un moment, ça devient lassant. Et au bout d'un moment, t'y crois plus. Goldberg, il est encore différent parce que lui, sa méthode de faire des matchs permet de faire du no-sell tout le temps. Oui. Alors que les Road Warriors, non. Les Road Warriors, en fait, ils vendaient jamais. Kevin Sullivan, il vendait jamais un coup de poing, jamais une atémie, il en avait rien à foutre. Voilà. Goldberg, c'est encore, comme tu dis, c'est différent, mais là, quand tu parles de Goldberg, tu parles du Goldberg de la WCW. Évidemment. Parce que le problème, c'est que la WWE a voulu le faire uniquement catcher dans des matchs longs. Ouais. Sauf en 2016, quand il affronte Brock Lesnar, où ça dure 1 minute 15. Voilà, c'est ça, et donc il peut se permettre de ne pas vendre, en fait. Voilà. Parce que justement, c'est ce qui crédibilise ce style de match. Mais comme j'ai dit, dans les matchs épiques du catch 2.0 à la UW, il y a pas mal de séquences où il y a du no-sell, mais en fait, je trouve que c'est bien raconté. Oui, quand c'est bien raconté, c'est cool. Voilà, c'est bien raconté parce qu'en fait, le mec a beaucoup d'adrénaline, il essaie de se relever plusieurs fois, mais en fait, des fois, un no-sell peut emmener à ce que le mec ne revienne jamais dans le match. Bien sûr. Et ça, je trouve c'est bien écrit. Excusez-moi les amis, je suis désolé. Le terme over, je sais pas si on l'avait mis. On en avait déjà parlé. Alors, le terme over. Donc d'être over, ça veut dire que t'as la foule avec toi. Le public est avec toi. Donc, la machine est avec toi. La machine est avec toi. Et ton momentum est bon. Donc t'es over, en fait, t'es crédible t'es crédible, en fait, aux yeux de tout le monde. Aux yeux de tout le monde, t'es crédible. Voilà. Les gens sont contents de te voir et c'est cool. C'est ça, donc t'es over. Il y a des suceurs d'overness, Hulk Hogan, Triple H, qui vont pomper un mec qui est ultra populaire, ils vont se relier à lui pour prendre cette overness, pour rester toujours on top. Oui.
Mais c'est ce qu'ils ont fait, par exemple, Hogan, c'est ce qu'il avait fait avec Macho Macho Man. Man. Et Triple H, il a même fait ça avec Eugene. Oui, parce que c'est l'un des meilleurs, c'est celui que je me rappelle le plus. Oui. Même si on peut considérer que Triple H, avec quand il s'affrontait avec The Rock, c'est aussi pour profiter un petit peu l'un et l'autre de leur over. C'est ça, ils ont profité de l'absence de Steve Austin pour faire monter leur overness C'est ça. Au maximum. En fait. C'est ça. Pinfall, Pinfall, c'est faire le tomber. tout simplement. Tout simplement, faire le pinfall, c'est le mot entier, mais quand vous entendez, il a pris le pin, C'est-à-dire qu'il a perdu. c'est qu'il a pris le tombé. Et pour vous faire un petit parallèle, on sait pas ce qui s'est passé à WrestleMania, mais Finn Balor, en ce moment, on l'appelle Pin Balor. Parce qu'il qu'en perd tout le temps. il perd tout le temps. Voilà. La pop, je sais plus si on l'a déjà dit. Bah si, on l'a dit, On ouais, l'a la dit. pop, c'est positif. Désolé. Hein. Le push, Le push, c'est quand un push, c'est quand en fait, on va te mettre en avant. On va te pusher, en fait. c'est envoyé vers le haut. On va C'est t'envoyer pour ça vers qu'on le haut. met, c'est poussé. Pousser, c'est ça, on va te mettre en avant, donc on appelle ça un push. Il y a le dépush aussi. Le dépush, c'est quand on te fait reculer justement Ouais. sur la carte et qu'on te met, que t'as plus la machine en avant. Mais ça, il y a des bonnes manières de pusher, il y a des pushs ratés, il y a des pushs très réussis. Il y C'est a compliqué parce que le push, il faut avoir tout avec toi aussi. Il faut que le public ait envie que tu sois pushé. il y a du surpush, ça c'est Roman Reigns à l'époque. exactement, c'est du surpush et quand on te le met tout le temps dans la gorge et en fait les gens au bout d'un moment n'en peuvent plus. Donc ça on appelle ça du surpush. Après il y a du surpush qui fonctionne très bien. Par exemple à la New Japan, quand il revient en tant que personnage, Okada, quand il revient en tant qu'Okada, on l'a surpushé. On l'a surpushé tout de suite. Le mec devient champion au bout de son deuxième match, quoi. Tu vois. Ensuite, le roster. Bah, ça c'est facile. Le roster, si vous connaissez les termes du sport, que ce soit, je sais pas, du football américain, du basket, en fait, c'est ton écurie, quoi. C'est ton équipe. C'est ton écurie. Voilà, tout simplement, c'est la composition des catcheurs que t'as. Bah, on va dire tout simple. Le roster de Raw, Et le roster c'est tous les catcheurs qui vont catcher à Raw. Voilà. Voilà, le roster WWE, bah, c'est le roster de tous les catcheurs de la WWE. Signé par la WWE. Voilà, c'est la même chose pour tous les trucs. Voilà. Ça, c'était assez facile. Bon, le screwjob. Le screwjob, c'est la mettre à l'envers à quelqu'un, en fait. C'est tout simplement ça. Il y en a eu. C'est quand le président ou le catcheur en face décide de baiser, désolé du terme, l'autre catcheur et de faire une décision qui n'était pas prévue. Et très souvent, c'est pour que l'autre, on le vire, on lui enlève le titre, on lui machin comme ça. Ah, le plus En fait, c'est connu, une arnaque. le plus connu. c'est le Montréal Screwjob. Et donc, c'est une arnaque, en fait. Une arnaque d'un autre catcheur. Vous m'excuserez les amis si je baille un peu, mais je suis fracassé. Ensuite, on a le shoot, la shoot. Voilà, le shoot, c'est... Shooter, du verbe shooter, oui. Ouais, c'est quand on sort du script. Donc, la plus connue à la WWE, c'est CM Punk. Non. Non? Ah Bah non. non. Ouais, Bah pour non. moi, c'était Justement, celle-là. non. C'est pour ça qu'on va rebondir sur un autre terme entre Le work. Le work. Le shoot, c'est vraiment quand tu sors du script et que c'est vraiment pas prévu et Total. ça peut arriver, pas forcément en promo, ça peut arriver dans le ring. Oui. Par exemple, quand le mec a changé, dégomme l'autre bonhomme, bah, c'est un shoot. En fait, c'est un truc qui n'est vraiment pas prévu. C'est pour ça qu'il y a eu un terme qui a été développé qui est le shoot wrestling. C'est du catch qui doit être le plus réaliste possible, qu'on y croit comme si c'était un sport. On appelle ça le shoot wrestling parce qu'en fait, c'est réel. Le shoot, c'est réel. Ils s'en mettent vraiment plein la gueule. Ouais, ça va être vraiment plein la Mais gueule. pourquoi pas aller voir un match de boxe ou du UFC si c'est pour voir ça? Il y a du très bon shoot wrestling. Vraiment. Ok. En fait, c'est que juste que tu vas continuer à scénariser ce qui va te permettre de garder tes stars longtemps, Ok. mais tu vas rendre le catch crédible. Et pour les gens qui aiment bien les arts martiaux, le shoot wrestling, par exemple au Japon, ça a très bien marché. D'accord. Voilà. Aux US, il y a les Bloodsport de Josh Barnett qui Ouais. sont du shoot wrestling. C'est un autre style de catch. D'accord. Donc D'accord, c'est aussi ok. très intéressant. Ok. Il faut rentrer dedans. Comme tu pourrais dire, tu dis, bah, je pourrais aller regarder de la boxe. Non, c'est différent. C'est D'accord. un catch différent. Et c'est en opposition avec le work, où le work, c'est tout ce qui est prévu. Ok. Voilà. Le work, c'est tout ce qui est prévu. Et c'est là où tout le monde Donc dit... quand on dit CM un Punk. work, Ouais. quand on appelle un work, c'est quand un catcheur va bien délivrer sa promo, par exemple. c'est un work. Exactement. Ouais, en fait, ok. il a juste suivi le work. En fait, il a D'accord. bossé, c'est le work. Ah, je me Et suis même pas dans le compris. ring, quand ils ont suivi pardon. tout le scénario, c'est un work. D'accord. Et c'est là où les gens se trompent en disant la plus grande shoot de tous les temps, c'est CM Punk. Non. Parce que c'est une shoot workée. On appelle ça une shoot workée. C'est ça, c'est qu'on va lui laisser dire des choses qui sont pas censées être dites. Le work, mais- excuse-moi, le work dans la shoot work de CM Punk, c'est qu'on lui a dit, tu vas faire une promo. Exactement. Et tu vas commencer ta promo comme ça, peut-être. Et Oui, après, c'est ça. et après, ça part en shoot. Il a une ligne directrice pour casser le script et qu'on croit que c'est réel. Mais c'est quand même préparé. Ce qui nous a fait l'Avant-Mania, Non, là, c'est un work. c'est faire comme une shoot, mais c'est Oui, totalement... là, c'est un en fait, work total. C'est là, il y a rien de,
c'est une shoot work, là, c'est Voilà. pas un work shoot. Bah, si tu veux une shoot ultra connue et qui a amené entre guillemets à son job, c'est Shane Douglas quand il gagne le titre NWA et Oui. qu'il le jette par terre pour dire je vais vers la Eastern Championship Wrestling pour devenir la Extreme Championship Et quand Wrestling. Medusa, elle met Medusa. Alundra Blaze, elle met le titre WWE dans la poubelle, ça c'était worké. C'est une shoot work. Ouais, voilà, parce qu'on lui a dit, ok. En fait, c'est faire un segment réel mais préparé. Une vraie shoot, c'est quand ça sort du script. Et il y en a eu des bagarres entre des mecs qui ont... Je crois que les Dudley avaient tendance aussi à pas mal shooter leurs adversaires pendant les matchs. Ouais, c'est ça. Avec Steve. Avec Steve, c'est le terme Steve. Le terme Steve, c'est quand t'es... Bah, on avait à moi. On l'a pas dit, mais, Non, mais il est dedans. C'est être violent. Oui, en fait. c'est mettre des vrais coups. De mettre des vrais coups. Par exemple, Bret Hart adorait les mecs stiff. Ouais, il lui déteste, par exemple. Ouais, parce que lui, le catch pour lui, ça ne doit pas faire mal. Voilà, c'est ça. Moi, pour l'un des mecs les plus stiff l'un des mecs les plus stiff et exceptionnels de tous les temps, j'en parle souvent, c'est Stan Hansen, le cowboy qui était au Japon, parce que le mec avec des yeux pourris. Entraîneur de... il a inspiré JBL. C'est ça, voilà, merci. Voilà. Mais c'est un catcheur exceptionnel au Japon. Le mec, c'était un énorme bourrin parce qu'en fait, il avait des yeux pourris. Ah bah tu expliques. En plus, il était gaucher, donc du coup, il te mettait des lariats du gauche alors que t'as l'habitude de te prendre des lariats du droit. Et en fait, le mec, comme il évaluait pas les distances, il te la mettait en pleine gueule. Donc voilà, donc du coup, lui, il était stiff. Bah, par exemple, Ultimate Warrior avait été pas mal stiff avec André. Exactement. Voilà, il lui faisait vraiment mal. L'autre catcheur très connu pour être stiff, c'est Vader. Pareil, en fait, c'est très souvent les mecs qui passent au Japon, ils sont assez stiff en général. Ouais. Et plus t'es pote avec un mec, plus t'es stiff. CF, Chris Benoit face à Eddie Guerrero. C'est où ça, les mecs se remettent plein la gueule parce qu'ils sont potes. Parce qu'ils sont potes. Parce que, alors que justement, quand tu n'aimes pas un autre mec, tu vas avoir tellement tendance à ce que le mec a pas lui faire mal pour justement qu'on te reproche rien. Du coup, quand ils s'aiment pas, les deux catcheurs, bah, ça va être moins violent. Exact. Ensuite, on a le squash. Le squash. Ah, c'est un sport avec une balle et une raquette. C'est ça. Le squash dans le catch, c'est des matchs qui sont très très courts et c'est à sens unique. Par exemple, les matchs de Goldberg à la WCW, c'est des squash. C'est le mec vient, il a n'importe qui en face, que ce soit un jobber ou même un mid-carder ou un match comme ça, et en fait, il va le terminer en 2 minutes. Ouais, même pas, ouais. Voilà. Entrée comprise. Entrée comprise. C'est ce que Obafemi doit faire face à Brock Lesnar. Voilà, donc on sait pas encore, nous, vous nous le direz, on le verra hein, à ce moment-là quand ce sera diffusé. Mais il y a des squash longue durée aussi. Il y a des, par exemple, Brock Lesnar contre John Cena, le match où il lui met les 16 German suplex. Oui, bah moi C'est je pensais parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Starrcade 97, mais le Hogan Sting, c'est un squash. Hein. C'est limite un squash parce que Sting pratiquement tout le long du match. Il a 2 trucs. Il gagne quand même, donc on peut pas dire un squash. Mais il se fait squasher. Mais il se fait squasher dans le match, ouais. Se faire squasher, bah c'est l'action du squash. Exactement. Oui, Goldberg, c'était le plus connu pour ça. Clac, Steve, tu l'as dit. La storyline. La storyline, on l'a dit tout à l'heure, c'est les histoires racontées. Le strong style, bah tu l'as dit aussi. Non. Non, je l'ai pas dit. Je l'avais déjà dit sur une ancienne vidéo. Je vais le redire parce que les gens ils pensent que le strong style, c'est être Steve dans le ring. Non. Steve et strong style, c'est 2 choses différentes. Le strong style, c'est le sous-titre de la New Japan Pro Wrestling. C'est le terme que Antonio Inoki a décidé de mettre dans son catch. Le strong style, c'est pour dire qu'on est les plus forts combattants, peu importe le sport. Ça veut dire que les catcheurs sont plus forts que les combattants d'arts martiaux, et donc pour crédibiliser ce terme strong style, c'est utiliser des techniques d'arts martiaux dans ton catch. D'accord. Ouais, Ça, c'est strong style. Tu l'as déjà dit. Je le dis très souvent. Ouais. Par rapport à tout à l'heure, on a dit le mot work, mais on a oublié de dire le work rate aussi. Le work rate, alors ça c'est le terme, on l'utilise beaucoup nous, c'est pour donner en fait une note virtuelle à un catcheur, son degré de comment il bosse dans le ring. En fait, c'est le in-ring. En fait, c'est juger le in-ring d'un catcheur. On appelle ça le work rate. Voilà. Bah, quand tu joues à WWE2K, ouais. La note des catcheurs, c'est le work rate. Non. Pour la WWE. Presque. Mais là, le terme work rate, ça vient plus de... Je sais que c'était un terme utilisé dans un jeu du style TEW ou un truc comme ça, pour noter le in-ring d'un catcheur. Voilà, c'est ça. Là, en fait, le work rate, non, tu prends pas en compte la promo, le charisme, tu prends que le in-ring. Que le talent in-ring. Exact. C'est pour ça que Chris Benoit, si tu prends que son talent in-ring, il est work rate 100. Il a 100, ouais. Sur 100, comme Kurt Angle, par exemple. C'est ça. Beaucoup de catcheurs à la WWE, même si je sais qu'ils ne sont pas d'accord, mais je m'en bats les couilles, moi, c'est ce que je pense. Will Ospreay, Kenny Omega, ils ont un work rate de 100. Ouais, voilà. Un terme que tu utilises souvent, j'aimerais bien que tu décrives le terme valet, parce que c'est différent du manager. Exactement. Le manager, il est là et il participe au match, c'est ça? Il participe aux promos. Ouais. En général, il va promouvoir son catcheur, il va avoir le micro, il va être intégré très souvent dans les storylines pour parler.
Polyman, Polyman, Zeb Colter. Zeb Colter, Sherry Martel, Ouais. qui est pas une valet justement. Et un valet, en général, c'est une personne qui n'est pas là pour parler, elle est là pour faire le piqué, ou il est là pour faire le piqué pour le La catcheur. potiche, j'ai envie de dire, La potiche, malheureusement. Elisabeth. Ouais, mais c'est Elisabeth, c'est l'une des plus connues. C'est une valet, même si elles sont là, du coup, j'aime pas le terme potiche pour ces deux-là. China ou Marina Shafir aujourd'hui, ce sont des valets. Elles font pas de promo à la place pour le catcheur, mais en fait, elles font garde du corps. Un garde du corps est un valet. Et par exemple, Armando Alejandro Estrada, ça c'était un manager. Ça, c'est un manager. Mais celui qui rentrait avec Alberto Del Rio, là, C'est un valet. c'est un valet. C'est un valet. Voilà. Il faisait juste sa présentation. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est Alberto faisait des promotions. Souvent, le valet, souvent le manager, c'est un peu lui qui commande auprès du catcheur, entre guillemets, souvent dans l'ombre ou des trucs comme ça, alors que le valet, c'est le catcheur qui commande au valet. C'est ça, oui. Ça donne des bodyguards, hein. Par exemple, Kevin Nash avec Shawn Michaels, ça a été un valet. Tyson Tonko, pour Christian, c'est un valet. Les bodyguards sont des valets aussi. Ouais, souvent, ouais. Voilà. Le terme twinner, Twinner, donc c'est vrai qu'on aurait pu le dire avant. bah tu l'avais mis hein, dans ta liste, il est là maintenant. Ouais, mais j'aurais dû le coller avec Kid Ah et Face. oui, tu vois. d'accord, oui, je vois ce que tu Donc veux. en fait, Twinner, c'est être le cul entre deux chaises entre Face et Heel. C'est qu'en fait, tu n'es ni Heel ni Face, t'es entre les deux, et tu joues un peu entre les deux en fonction de la situation. Il y a très peu de bons twinners dans l'histoire du catch, et c'est quelque chose qui doit être fait de manière ponctuelle. Ouais. On en a parlé là il y a 2 minutes. Diesel, avant son départ de WWF pour la WCW, c'est un excellent twinner. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il est popé parce qu'il est cool, mais il réagit comme un heel, mais par contre, il peut affronter n'importe qui, en fait. Il a le cul entre deux chaises. Là, Je trouve que c'est un excellent twinner. Je me permets de rajouter des termes que tu n'avais pas dit. Oui. Hein, là, je suis un petit peu. Il y a le terme safe, Safe, ça veut dire que t'es un catcheur sûr, un catcheur sûr. que c'est tu ça. vas pas blesser tes adversaires et qu'en général, quand tu t'affrontes dans le ring, on repart pas les pieds devant. C'est ça, c'est pas Nia Jax. C'est l'inverse de Nia Jax. Voilà. C'est intéressant. Moi, j'ai trouvé le terme sandbag. Sandbag. Ouais, c'est quand un catcheur, c'est par exemple Hardcore Holly. Quand il refuse de se mettre en place pour que Brock Lesnar lui fasse la prise. Ah oui, Tu d'accord. vois, c'est un peu quand t'es con comme une chaise. Voilà, ouais, Que Alors, se dit d'un catcheur qui refuse d'aider son adversaire à lui affliger une prise. Eh ben c'est un terme qui est moins utilisé aujourd'hui, je pense, parce que je ne connaissais pas. Moi, je dis très souvent, c'est que le mec ne veut pas coopérer, en fait. Tu avais parlé des finishes. Il y a le rush de finish. Parce que Quand il y a une blessure, quand il y a un truc qui va pas dans le match. Bah, c'est rusher. C'est rusher, ça allait vite. Ça veut dire c'est pour aller vite au finish. Voilà, par exemple, quand il y a, il me semble, le Kurt Angle face à Brock Lesnar. Parce que Brock Lesnar, il a une commotion cérébrale quand il a raté le shoot Je dis Star pas, Price. on rush Il le faut vite finish. finir, il faut rusher le finish. Exact. Ou quand Triple H était blessé avec des X. Yes. Mais là, on l'a changé un peu le finish, on l'a rushé. Je continue, je suis désolé. Bon, le pay-per-view, on va pas le faire. Ouais, Vous savez on ce va que dire. c'est les gens. Le pinfall, tu l'as dit. La plante, bah, c'est un petit peu comme le valet. Hop, promo. Toi, tu avais dit aussi, il y a le terme psychologique, psychologie de combat. Ouais, bah, j'en parle très souvent. Bah, je vais pas vous décrire le mot psychologie. En fait, c'est de mettre un aspect technique pour donner un bon match. Et en fait, un aspect technique en termes pas en termes d'in-ring, vraiment en termes de psychologie. Oui. Donc, ça veut dire de raconter quelque chose et que ce soit compréhensible et subtil. Et ben, en fait, c'est de faire de la psychologie. Par exemple, Shawn Michaels faisait beaucoup de psychologie dans son in-ring en mettant des couches dans son in-ring où on comprend que c'est plus profond. Je sais pas comment l'expliquer autrement, en fait. C'est vraiment de la psychologie, quoi. Non, c'est bien. Voilà. Bon, il y a le main event. Bah, c'est le clou du spectacle. Voilà. C'est comme ça qu'il appelait ça, Juste. à juste. Voilà, parce que je confonds toujours les deux. Il y a la legit hit. Là, c'est quand deux catcheurs se détestent. Ouais. C'est reconnu. Et c'est reconnu. Et il y a on l'a oublié en parlant parce qu'on en a parlé tout à l'heure de hit. Donc la légitimité, oui, c'est vraiment de la détestation entre deux catcheurs. Bah, Matt Hardy, Edge. Ouais, Matt Hardy Edge. Et il y a la go away hit. C'est quand le public ne veut pas voir le mec, pas parce qu'il fait bien son taf de heel, c'est parce qu'en fait ils veulent juste vraiment pas le voir. Par exemple, Constable Baron Corbin. C'est de la go away hit. Les gens ne veulent plus le voir dans leur télé et on le fout à chaque fois. Et en fait, on dit non, c'est un très bon heel. Non. Les gens là, ils ont la haine, ils s'en branlent. Est-ce que tu veux est-ce que tu veux expliquer un tout petit peu les termes de mid-carder, low-carder, high-carder où il y a pas En besoin fait, ça va aller très vite. La carte, donc la card, c'est le déroulement d'un show. Et en fait, ton placement dans la carte fait que t'es low carder, donc t'es bas de card, mid carder, t'es au milieu de card, upper mid card, t'es au-dessus de la carte, et main eventer, t'es tout au-dessus. Voilà. Et en fait, bon, maintenant, c'est un peu divisé parce que des fois, on te met des gros matchs en début pour faire venir les gens. Ça dépend Et donc, du coup, on utilise ce terme-là pour le placement du catcheur, en fait, son placement dans la compagnie. Voilà. Bon, tout à l'heure, on avait parlé de tout ce qui était brawler, high flyer.
Il y avait aussi les extrêmes. C'était tout ce qui est catcheur hardcore. En fait. Tout ce qui est catcheur hardcore, voilà, tout. Voilà. Et après, en fait, il y a les mecs qui font du catch hardcore, il y a le catch extrême, et après, il y a les mecs qui font du deathmatch. C'est encore au-dessus. En fait, t'as plusieurs grades dans le catch hardcore. Bien sûr. Et puis je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Je crois qu'il restait un truc que tu as pas mis. Ah bah si, Warcraft, tu l'avais mis dans ta liste. Excuse-moi, je l'ai pas vu. Il y avait le X-Signe. Eh oui, bah, le X-Sign, c'est quand vous voyez dans un match où l'arbitre fait un signe de croix avec ses bras. Ah, bien, oui. Il fait pas le signe de la DX. Non, c'est qu'en fait, il y a une legit blessure dans le ring. Ouais. Et en fait, c'est pour appeler les médecins. Pour vraiment préciser qu'en fait, il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans le ring. En fait. Quand on joue à W2K, on nous dit souvent faire un taunt. Un taunt, c'est une provocation. C'est une provocation visuelle ou verbale? Les deux, c'est ça. C'est exactement ça. Bah, c'est la traduction de taunt, c'est provocation. Eh ben voilà. Mais ça y est, écoute, on a fait le tour de tous les termes qu'on a utilisés. C'était une vidéo très cool, hein. Franchement, enregistrée, ça s'enregistre tout seul. Ouais, très chillax. Très chillax. Après, on est tous les deux fatigués, donc tant mieux aussi. Ouais, mais tu sais qu'on est quand même à 1h25. Ah ouais? Ouais. Putain, on a fait d'une traite sans pause. On a fait d'une traite sans pause, mais on est quand même à 1h20, hein, okay, tu vois, donc okay. c'est cool. Non, c'était plus... Non, c'est... Dans le format, je pense que pour un lendemain de WrestleMania, c'est parfait. Et c'est surtout une vidéo que les gens pourront écouter quand ils auront des doutes sur des trucs. Quand il y a des doutes, et puis le but c'était de se faire un petit truc chill. C'était vraiment déjà de vous proposer quelque chose quand même, qu'on soit là, et de faire quelque chose de sympa. On est tous les deux morts, donc je propose qu'on conclue tranquillou. Oui. Les amis, donc aujourd'hui on est lundi, demain sur la chaîne de Lunatic, il y a l'émission sur The Shield. Allez la voir, donnez de la force, faites tout ce qu'il faut pour que ça vive, parce que franchement, on a encore une fois donné pour cette émission. Oui. Hein, c'est plus de 2h30 quand même. Hein. Ouais, 2h30 alors qu'on se levait très tôt le lendemain. On était flagués tous les trois avec notre ami Lunatic. Donnez de la force à cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les lives de Messiah où il refait l'actualité. Encore une fois, le jeu est uniquement en fond, voilà. Exactement. Et sur ce, les amis, on va vous abandonner. On se retrouve la semaine prochaine, je pense. On va voir tous les deux. Soit on va faire le premier volet de la carrière de Ric Flair, soit on va faire Raven. Et après ce nom-là, on fera certainement la deuxième partie de l'histoire du catch à travers le monde. Oui. Voilà. Faut qu'on bosse. Voilà. Comme ça te permet de te dire vers quoi on va aller pour les 2 prochaines semaines. Les amis, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour tout ce que vous apportez à la chaîne. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous dans les lives. Et c'est vraiment merci pour ceux qui ont rejoint la chaîne également. Les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous dis merci. Et on se quitte et on se retrouve pour un prochain numéro. Salut!